Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent sur la chaîne. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Une seule erreur et, pendant 17 ans, mon mari ne m'a plus jamais touchée. Nous vivions comme des étrangers. Quand mon fils a eu un accident, les mots d'un médecin ont fait s'écrouler tout mon univers. Je pensais autrefois que le moment le plus terrifiant dans la vie d'une femme était d'être surprise par son mari dans un moment de faiblesse. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bien plus effrayant. Quand ce péché ne meurt pas, mais reste tapi silencieusement dans votre corps, attendant le jour où il pourra tout bouleverser. Pendant 17 ans, mon mari ne m'a pas touchée une seule fois. Nous vivions dans la même maison, mangions à la même table, et assistions aux mariages et aux réunions de famille côte à côte, comme un couple marié et heureux. Mais derrière les portes closes, nous n'étions que deux ombres. Comment l'épouse de cette histoire a-t-elle survécu? Quelle fin attend ceux qui sèment une telle douleur? S'il vous plaît, écoutez la suite. Paris, à la fin du mois d'août, était étouffante. La chaleur qui se dégageait de l'asphalte du boulevard Haussmann était brûlante, et les voitures avançaient au pas vers l'entrée de l'hôpital. À l'intérieur de la clinique, l'odeur d'antiseptique, le grincement des semelles en caoutchouc et l'interphone annonçant le nom des patients se mélangeaient, alourdissant mon cœur déjà anxieux. Je m'appelle Hélène. J'ai 59 ans, je suis professeure de lettres au lycée à la retraite. Les gens me regardent souvent et disent que je dégage encore un certain air d'élégance. Que malgré mes cheveux argentés, j'ai toujours cette aura raffinée d'enseignante. En général, je me contente de sourire. À cet âge, le fait qu'une femme soit belle ou non compte beaucoup moins que sa capacité à dormir paisiblement la nuit. Et je n'avais pas dormi paisiblement depuis des années. Ce matin-là, j'y suis allée pour un examen de routine car j'avais mal au bas-ventre depuis des mois. Je me sentais constamment fatiguée et je me tournais et retournais dans mon lit jusqu'à l'aube. Je me disais que c'était juste les hormones de la vieillesse qui se détraquaient, les os qui grincent comme une vieille voiture qui perd de l'huile. Ma voisine au bout du pâté de maison avait même plaisanté. « Allez vous faire examiner, Hélène. De nos jours, il faut s'y prendre tôt. N'attendez pas que le médecin vous regarde en secouant la tête comme dans un feuilleton à l'eau de rose. » J'avais ri avec elle. Je ne m'attendais pas à ce que cette plaisanterie devienne ma réalité. Mon médecin était le docteur Brenda Carter, une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés en un chignon soigné, une voix douce mais un regard très vif. Elle a étudié mon échographie pendant un long moment. J'étais assise en face d'elle, les mains posées sur mon vieux sac à main en cuir marron, essayant de garder le sang-froid de quelqu'un qui était resté devant un tableau noir pendant plus de 30 ans. Le médecin a levé les yeux. « Hélène, avez-vous déjà subi des interventions gynécologiques, une césarienne ou tout acte profond sur votre utérus ?» J'ai été stupéfaite. « Non, docteur. J'ai seulement accouché naturellement une fois. Mon fils a 36 ans maintenant. » Depuis, je n'ai eu aucune opération. Le docteur Carter a tourné le moniteur vers moi, montrant une zone trouble et brillante sur l'écran noir et blanc. Il y a des signes de vieilles cicatrices fibreuses ici. Ce n'est pas récent. Cela ressemble aux séquelles d'une intervention assez profonde datant d'il y a de nombreuses années. Un frisson m'a parcouru l'échine. La salle d'examen était climatisée. Pourtant, la sueur perlait à ma nuque. Mon propre corps, ma propre chair, comment aurait-il pu traverser quelque chose sans que je le sache? J'ai forcé un sourire, mais ma voix était rauque. La machine pourrait-elle se tromper, docteur? Je suis vieille. Je suis sûre que les choses se détériorent ici et là. Comme dans une vieille maison, une fissure dans le mur est normale. Le médecin n'a pas souri. Elle a juste demandé doucement. Puis-je vous poser une question plutôt intime? Comment sont vos rapports physiques avec votre mari ces derniers temps? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une relation intime? Cette question était comme une aiguille perçant ma blessure la plus profonde. J'ai regardé le bout de mes chaussures noires vernies, mais à l'intérieur, je me sentais aussi chaotique et boueuse qu'un jardin après une tempête. 17 ans. Depuis l'été 2009, mon mari François ne m'avait pas touchée. Nous dormions dans des chambres séparées. Il dormait sur le canapé en cuir marron du salon. Je dormais dans la chambre principale, la pièce qui était autrefois notre suite nuptiale. Les gens de l'extérieur nous regardaient et nous appelaient un couple béni. Le mari était ingénieur en structure, la femme enseignante, le fils avait réussi, la belle-fille était polie. Le petit-fils adorable. Mais il ne savait pas que notre maison de banlieue était devenue glaciale il y a bien longtemps. Si froide que parfois, le simple fait de soulever le couvercle d'une marmite de soupe chaude faisait de la chaleur de la cuisine un luxe insupportable. J'ai répondu doucement. « Vous pouvez écarter toute nouvelle infection sexuellement transmissible, docteur. Mon mari et moi dormons dans des chambres séparées depuis très longtemps. Nous sommes vieux. Nous restons chacun de notre côté. » J'ai essayé de donner l'impression que c'était sans importance, mais même à mes propres oreilles, cela sonnait faux. Aussi faux que le sourire que je portais chaque fois que François et moi assistions au mariage d'un parent. Aussi faux que lorsqu'il m'appelait chérie devant les autres, pour redevenir un Hélène glaciale dès que nous franchissions le seuil de notre maison. Le docteur Carter m'a regardée. Peut-être comprenait-elle, mais elle n'a pas insisté. Les professionnels de santé voient assez de chagrin caché à l'intérieur de corps apparemment normaux. Elle a ordonné quelques examens supplémentaires, a pris des notes dans mon dossier et m'a laissé partir.
Je suis sortie dans le couloir de l'hôpital, en tenant l'impression fine de mes résultats, qui me semblaient lourdes comme un rocher. Les mots vieille cicatrice fibreuse dans la région utérine dansaient devant mes yeux. Debout au milieu de la foule animée, je me sentais pitoyablement perdue. Tout le monde autour de moi avait quelqu'un pour lui tenir le bras, lui demander comment ça allait, mais je n'avais que mon vieux sac à main, un rapport médical et un secret qui s'agitait sans repos dans ma poitrine. J'ai commandé un taxi pour rentrer. À travers la vitre, Paris défilait à l'envers. Les devantures poussiéreuses, les stands de nourriture fumants, les intersections bondées, tout était aussi bruyant que si rien ne s'était passé. Mais en moi, une vieille porte venait de grincer en s'ouvrant. J'ai pensé à François, à ses yeux, par cet après-midi de fin d'été. J'ai pensé à la voix étranglée de mon fils. J'ai pensé au canapé du salon qui s'affaissait d'un côté, parce que quelqu'un y dormait depuis 17 ans. D'où venait cette cicatrice? Pourquoi ne m'en souvenais-je pas? Et pourquoi le simple fait de penser à l'année 2009 me faisait-il mal à la poitrine, comme si elle était broyée? Le taxi s'est arrêté devant ma maison. Je suis restée immobile quelques secondes avant de descendre. Le soleil de l'après-midi tapait sur le trottoir comme un four. Le quartier était calme, à l'exception du bruit lointain d'une tondeuse à gazon. Pourtant, j'entendais tout comme si cela résonnait d'une autre vie. Notre maison était une maison bourgeoise. Nous l'avions achetée juste après notre mariage. À l'époque, elle sentait encore la peinture fraîche. J'étais entrée dans ma nouvelle vie dans une robe blanche, un bouquet à la main, nerveuse mais fière. J'étais une jeune enseignante, respectée par mes élèves et mes collègues. François était un ingénieur aux larges épaules et au teint hâlé par le soleil. C'était un homme de peu de mots, mais connu pour être un grand travailleur. À vrai dire, François n'a jamais su comment amadouer ou flatter. Peu de temps après notre mariage, je me suis mise en colère parce qu'il avait oublié mon anniversaire. J'étais assise à la table du dîner, boudant. Il est rentré du travail, m'a vue silencieuse et a supposé que j'étais malade. Il s'est précipité à la pharmacie et a acheté de l'aspirine, du sirop contre la toux et des vitamines. J'étais tellement en colère que j'ai demandé « Sais-tu seulement quel jour on est aujourd'hui ?» Il s'est gratté la tête et a répondu de marbre. Le jour de la paix, j'étais à la fois en colère et amusée, mais la tristesse l'emportait sur l'amusement. Quelle jeune femme ne veut pas que son mari rapporte des fleurs ou dise au moins quelque chose de gentil? Mais l'amour de François était strictement pratique. S'il pleuvait, il réparait le toit. S'il faisait chaud, il installait un ventilateur au plafond. Si je me plaignais d'un mal de dos, il achetait un nouveau matelas. Si je disais que les courses devenaient chères, il me donnait plus d'argent sans un mot. Il faisait tout. Mais le mot amour restait verrouillé à l'intérieur de lui comme un coffre-fort de banque. La personne qui m'avait sauvée de l'apitoiement sur moi-même à l'époque était ma belle-mère, Betty. Betty venait de la Creuse, c'était une petite femme aux cheveux gris prématurés, portant toujours de simples chemisiers à fleurs et préparant les meilleures tartes. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses mots vous imprégnaient comme la pluie dans la terre sèche. Le premier réveillon de Noël que j'ai organisé, la famille élargie de François est venue. Un cousin m'a dit d'aller chercher des assiettes. Une tante m'a dit de servir à boire. J'étais si maladroite que j'en tremblais. Une tante éloignée a ricané. J'imagine qu'une citadine est plus douée pour tenir une craie que pour tenir un plat à rôtir. N'est-ce pas, Betty? J'ai rougi. Avant que je puisse parler, Betty a posé un bol de pommes de terre sur le comptoir avec force. Sa voix était douce, mais tranchante. Une nouvelle épouse a besoin de temps pour apprendre la cuisine. Personne ne naît en sachant faire un rôti parfait. C'est ma belle-fille, pas une servante. Avec cette seule phrase, je l'ai aimée. Parfois, une belle-fille n'a pas besoin d'or ou de cadeaux de sa belle-mère. Elle a juste besoin de quelqu'un qui prenne sa défense devant tout le monde. Betty est restée avec nous pendant près d'un mois. Chaque matin, elle se levait tôt et m'apprenait à choisir les produits les plus frais, comment savoir si un melon était sucré, comment faire mijoter le bœuf pour qu'il fonde dans la bouche. Elle souriait et disait « Une femme n'apprend pas à cuisiner pour servir qui que ce soit, mais pour garder la maison chaleureuse. Mais souviens-toi, que la cuisine soit chaleureuse ou non dépend aussi du cœur de celui qui mange. » À l'époque, je me suis contentée de hocher la tête. J'étais jeune. Je pensais qu'une bonne cuisine, une maison propre et des vêtements repassés suffisaient à faire une bonne épouse. Je ne savais pas qu'il existait des maisons où la nourriture était brûlante, mais où le cœur des gens était devenu glacial. Une fois, je me suis plainte à Betty que François était aussi sec qu'un morceau de pain brûlé et que vivre avec lui me ferait vieillir avant l'âge. Betty a ri. François ne sait pas parler avec douceur, mais ma chérie, les mots doux attirent les mouches. Quand une femme se marie, elle ne doit pas seulement écouter la bouche d'un homme. Elle doit regarder les épaules qui portent le poids de la maison. J'ai boudé, mais je veux juste qu'il me dise qu'il m'aime, maman. Betty m'a regardée, les yeux pleins d'affection. Bien sûr tu le veux. Toutes les femmes le veulent. Mais un homme qui ne sait pas dire je t'aime, mais qui passe sa vie à te protéger du soleil, vaut mieux qu'un homme qui le dit 100 fois, mais s'enfuit avant même que l'orage n'éclate. Cette phrase est devenue plus tard une épine plantée dans mon cœur, car l'homme qui m'a dit des mots doux 100 fois s'est bel et bien enfui avant même que l'orage ne gronde. Avant que Betty ne reparte dans la Creuse, elle m'a tendu un vieux mouchoir. Il était blanc, jauni par le temps, avec le mot endurance brodé au fil bleu dans un coin.
Elle m'a dit que c'était un souvenir de mon défunt beau-père. J'ai agité les mains, n'osant pas le prendre, mais elle l'a pressé dans ma paume. Garde-le, mais souviens-toi, l'endurance ne signifie pas qu'une femme doit avaler l'humiliation. L'endurance, c'est savoir quand s'arrêter avant de commettre une erreur, savoir quand ravaler une parole amère pour préserver la paix. Mais c'est aussi savoir rester droite quand on a la conscience tranquille. J'ai gardé ce mouchoir dans ma commode. Des années plus tard, chaque fois que je l'ouvrais et que je voyais ce mot, ma gorge avait un goût de cendre. Betty m'aimait, elle me faisait confiance, et pourtant j'ai fait quelque chose qui lui aurait sûrement brisé le cœur, même par-delà la tombe. Je suis entrée dans la maison, j'ai posé le rapport médical sur la table, et je me suis tenue silencieusement devant la photo encadrée de Betty sur la cheminée. Sur la photo, elle souriait doucement, regardant vers le bas comme si elle me demandait comment j'avais vécu après tous ses conseils. J'ai joint les mains, mais je n'ai pas pu prononcer une seule prière. Car pour certains péchés, les morts ne vous en veulent peut-être pas, mais vous vous en voulez jusqu'à ce que vos cheveux deviennent blancs, si seulement j'avais pleinement compris ces paroles. Si seulement j'avais accordé plus de valeur aux épaules travailleuses de François qu'aux paroles poétiques d'un étranger, peut-être que cette maison ne serait pas si glaciale. Et peut-être que ce rapport médical ne m'aurait pas fait trembler comme une criminelle en attendant son verdict. En 1989, 4 jours avant que François et moi ne nous marions, nos amis proches nous ont organisé une fête commune pour nos enterrements de vie de jeunes filles et de garçons. C'était dans un bar animé du centre de Paris. Les néons clignotaient, la musique était forte, les verres s'entrechoquaient, et tout le monde riait comme si la vie n'était que joie. J'avais une vingtaine d'années, j'étais une jeune professeure de lettres fraîchement sortie de l'université, pleine d'enthousiasme. J'allais épouser un homme avec une carrière solide et une bonne famille. À la fête, il y avait Vincent, le meilleur ami d'enfance de François. Vincent était grand, beau, élégant, et il avait une langue de miel. François le considérait comme un frère. Ils avaient été à l'école ensemble et avaient travaillé côte à côte sur des chantiers de construction. Pour cette raison, je considérais Vincent comme un membre de la famille. Vincent tournait sans arrêt autour de notre table, servant des verres, riant fort. Ce soir, la mariée doit prendre un verre avec nous pour porter chance. Une fois qu'elle aura épousé François, elle sera dirigée comme l'un de ses chantiers. Ce sera dur de s'amuser. La table a éclaté de rire. François assis à côté de moi a froncé les sourcils. Arrête, Hélène n'a pas l'habitude de boire. Ne la force pas. Vincent a balayé l'objection d'un revers de main. Oh, s'il te plaît, c'est juste un verre. On fête ça, ce n'est pas un concours de boissons. Je voulais faire bonne figure devant les amis de mon fiancé. Je ne voulais pas paraître faible ou prude. J'ai pris le verre et j'ai bu une gorgée. L'alcool fort m'a brûlé la gorge et m'a immédiatement fait monter le rouge aux joues. Tout le monde a applaudi. J'ai forcé un sourire, tandis que François faisait glisser un verre d'eau devant moi, en chuchotant « Bois de l'eau ». Si tu n'as pas l'habitude, ne te force pas. Un geste si maladroit mais attentionné, j'aurais dû m'en souvenir toute ma vie. Mais cette nuit-là, je n'ai pas réussi à me protéger. Après le premier verre, Vincent en a versé d'autres. Les gens continuaient à porter des toasts. Je n'ai pas beaucoup bu, mais l'alcool fort frappe vite quand on n'est pas habitué. Les lumières du bar sont devenues floues. La musique allait et venait. Je me sentais bouillante, les oreilles bourdonnantes, l'estomac retourné. Je me suis penchée vers François et j'ai dit « J'ai la tête qui tourne. Je dois aller me passer de l'eau sur le visage. » François allait se lever, mais un groupe de gars l'a entraîné pour discuter du cortège du mariage. Vincent est apparu de nulle part et a doucement soutenu mon coude. « Laisse-moi t'accompagner. Les toilettes sont au bout d'un couloir sinueux. Si tu tombes, François va me tuer. » À ce moment-là, je ne voyais Vincent que comme le meilleur ami de mon mari, quelqu'un de digne de confiance. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé me guider dans le couloir étroit et sombre à l'arrière du bar. L'odeur de fumée de cigarettes, de parfums bon marché et de bière éventée m'a donné encore plus la nausée. Je me souviens d'une seule ampoule jaune suspendue au plafond. Je me souviens de la voix de Vincent près de mon oreille. « Appuie-toi sur moi. Tu tiens à peine debout. » Puis, ma mémoire s'est brisée. Elle n'avait pas entièrement disparu. Elle s'est fragmentée en morceaux épars. Le clic d'une porte qui se ferme, le son étouffé de la musique au loin, l'odeur forte de la fumée, la sensation de mes poignets immobilisés. Je crois avoir dit quelque chose, peut-être avoir appelé François, mais le son est mort dans ma gorge sèche. Quand je me suis réveillée, c'était presque l'aube. J'étais allongée sur un canapé en cuir dans un petit bureau à l'arrière du bar. Mes vêtements étaient en désordre. Mon crâne me lançait. J'avais un goût de cuivre dans la bouche. Il n'y avait personne dans la pièce. Je me suis assise, le cœur martelant contre mes côtes. J'ai regardé autour de moi, essayant de me rappeler ce qui s'était passé, mais mon esprit était plongé dans un brouillard épais. Je tremblais de panique. J'ai ajusté mes vêtements, j'ai rapidement lavé mon visage dans un petit lavabo, et je me suis éclipsée par la porte arrière. Dans le couloir vide, il y avait un cendrier plein de mégots. Sur le sol gisait le briquet argenté de Vincent. Je l'ai ramassé, puis je l'ai immédiatement lâché comme s'il était brûlant. Ce matin-là, je suis rentrée chez moi dans un état second. Ma mère m'a demandé pourquoi j'étais si pâle. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage. Je voulais le dire à quelqu'un, mais la peur m'étouffait. Le mariage était dans quelques jours, les invitations étaient envoyées,
le traiteur payé, les deux familles étaient prêtes. J'étais terrifiée à l'idée que si je parlais, tout volerait en éclats. J'avais encore plus peur que les gens demandent combien j'avais bu, pourquoi je l'avais suivi, pourquoi je ne m'étais pas défendue. C'est le tragique destin des femmes. Non seulement nous subissons le traumatisme, mais nous portons aussi la peur paralysante d'en être tenus pour responsables. Je me suis menti à moi-même. Je me suis dit que rien ne s'était passé. Que j'étais juste tellement ivre que je l'avais imaginé. Que Vincent m'avait juste aidé à aller dans cette pièce et était reparti. Que ce n'était qu'un cauchemar. Je me suis accrochée à ce peut-être en remontant l'allée vers François. Au mariage, Vincent était le témoin. Il portait un smoking élégant, une boutonnière au revers, souriant et discutant aussi naturellement que d'habitude. À un moment donné, alors que François saluait les invités, Vincent est passé devant moi, s'est penché et a chuchoté. « La mariée est magnifique aujourd'hui. Oublie cette nuit, pour ta propre tranquillité d'esprit. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Je l'ai fixé, mais il s'était déjà détourné pour lever son verre avec ses amis, faisant comme s'il n'avait pas dit un mot. Un mois après le mariage, Vincent a brusquement vendu son appartement et est parti en Australie, prétendant qu'il rejoignait une connaissance pour une affaire. François a été triste pendant des jours, se plaignant que son meilleur ami soit parti si soudainement. Mais quand j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti un mélange de soulagement immense et de terreur. La seule personne qui savait ce qui s'était réellement passé cette nuit-là avait disparu de nos vies. J'ai enterré ce souvenir profondément. Je pensais que si je n'en parlais pas, si je ne m'en souvenais pas, si je ne posais pas de questions, il cesserait d'exister. Mais dans la vie, une aiguille cachée dans un sac finit toujours par piquer. Certains secrets semblent enfouis sous des couches de terre, mais ils sont juste en sommeil, attendant une forte pluie pour balayer le sol. Après le mariage, je me suis installée dans la maison bourgeoise. Les premières habitudes ont la vie dure. Les premiers jours de mariage ressemblaient à l'entrée dans un nouveau rêve. J'enseignais pendant la journée, je faisais les courses l'après-midi et j'attendais que François rentre de ses chantiers. Il restait un homme de peu de mots, mais chaque fois qu'il travaillait tard, il rapportait un croissant chaud ou une part de tarte aux pommes, la posait brusquement sur la table et disait d'un ton bourru. J'ai vu une boulangerie encore ouverte. J'ai pris ce qui restait. Je savais qu'il n'avait pas pris n'importe quoi. Il se souvenait que j'adorais la tarte aux pommes. Il se souvenait que j'avais faim le soir en corrigeant mes copies. L'amour de François était comme une pomme de terre cuite sous la cendre, peu ragoûtant à l'extérieur, mais quand on l'ouvre, c'est brûlant. Un peu plus d'un mois plus tard, je me sentais épuisée. L'odeur du bacon frit me donnait la nausée. Je suis allée chez le médecin et on m'a annoncé que j'étais enceinte. Je tenais les résultats de l'examen, les mains tremblantes de joie. Je n'avais absolument aucun soupçon. François et moi menions une vie conjugale normale, alors je croyais fermement que le bébé était le sien. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il rentre et j'ai glissé le papier de l'échographie sous son assiette. Il a soulevé son assiette, a vu le papier et a froncé les sourcils. « C'est la facture d'électricité ?» J'ai éclaté de rire, les larmes aux yeux. « Non, tu vas être papa. » François s'est figé au milieu de la cuisine. Un homme capable de grimper sur des échafaudages en acier à des dizaines de mètres de hauteur sans un tremblement est soudain devenu si maladroit qu'il a fait tomber sa fourchette sur le carrelage. Il m'a regardé, les lèvres remuant silencieusement avant de réussir enfin à demander « C'est vrai? C'est le nôtre ?» Je lui ai tapoté le bras en plaisantant. « Si ce n'est pas le nôtre, à qui est-il » En y repensant, cette phrase a été comme un couteau que j'ai plongé dans ma propre vie sans le savoir. Dès le jour où il a appris que j'étais enceinte, François a changé. Il ne disait toujours pas de mots doux, mais il se précipitait à la maison dès la fin du travail. Il a acheté des vitamines prénatales, des fruits frais et des livres sur la parentalité, les lisant aussi sérieusement que des plans d'architecte. Une nuit, j'ai eu une envie de cornichons et de beurre de cacahuètes. Il a enfilé son manteau et a tourné en voiture jusqu'à ce qu'il trouve une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Il est revenu en nage, tenant le pot, avec un sourire maladroit. J'ai eu le dernier. « N'en mange pas trop, tu vas avoir des aigreurs d'estomac. » Betty a appris la nouvelle et est montée de la Creuse. Elle a apporté une voiture pleine de produits faits maison, des pêches au sirop, du maïs frais, des confitures artisanales. Elle est entrée dans la maison, a regardé mon ventre à peine arrondi et a souri chaleureusement. Une maison a besoin du bruit des enfants pour avoir une âme. Elle me choyait sans cesse. Elle préparait de la soupe au poulet, des gratins et des légumes rôtis. Je me plaignais devant elle de ma peur de prendre trop de poids. Betty a ri. Enceinte et inquiète pour ton poids? On reconnaît bien là une vraie citadine. Mange. Il faut que la mère soit forte pour que le bébé soit fort. Ce n'est pas la beauté qui fait sortir le bébé. À mon 9e mois, j'ai donné naissance à Kevin, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le travail a duré du soir jusqu'à l'aube. La douleur me donnait l'impression de mourir et de revenir à la vie. Quand le premier cri de mon fils a résonné dans la salle, j'ai sangloté avec lui. François se tenait dans le couloir. Quand l'infirmière lui a dit que la mère et le bébé étaient en bonne santé, il s'est effondré sur une chaise et a caché son visage dans ses mains. Betty m'a raconté plus tard qu'il avait pleuré comme un bébé, en murmurant « Ma femme et mon enfant s'en sont sortis, maman. Nous l'avons appelé Kevin. » François disait que c'était un prénom qui sonnait fort et stable. Il espérait que la vie de son fils serait brillante et paisible, pas éprouvante comme la sienne.
Après la naissance de Kevin, François a travaillé encore plus dur. Peu importe l'éloignement du chantier, il s'assurait de rentrer à la maison pour regarder son fils. Une fois, alors que Kevin avait de la fièvre, François est resté debout toute la nuit à le frictionner avec un linge humide. Le matin, les yeux injectés de sang, il est parti au travail en disant « Si le petit est malade, je dois travailler plus dur pour payer les soins. Se regarder dans le blanc des yeux à la maison ne le guérira pas. » Durant ces années-là, si quelqu'un m'avait demandé si j'étais heureuse, j'aurais acquiescé instantanément. Notre petite maison bourgeoise sentait toujours bon la cuisine chaude et la poudre pour bébé. Betty venait souvent, apportant ses spécialités de province, animant la cuisine. Les voisins louaient ma chance. Un mari gentil, un fils adorable, une belle-mère aimante. Mon cœur fleurissait comme un jardin au printemps. Ce n'est qu'occasionnellement, très rarement, quand quelqu'un mentionnait le nom de Vincent dans les vieilles histoires de François, que mon cœur ratait un battement. Je me souvenais du briquet en argent dans le couloir, du murmure « Oublie cette nuit ». Mais ensuite, je regardais Kevin dormir sur la poitrine de François, la main calleuse de mon mari ramenant maladroitement une couverture sur notre fils, et je me grondais d'avoir des pensées sombres. J'avais un foyer décent, un mari décent, un garçon merveilleux. La vie m'avait beaucoup donné, mais les fissures n'ont pas besoin de faire du bruit. Elles se tapissent silencieusement sous les fondations, attendant que le temps et la pression soient suffisants pour faire s'effondrer la maison que vous pensiez imprenable. En 2009, Kevin était en terminale. C'était un élève brillant, plongé dans les révisions du baccalauréat du matin au soir. Sa chambre était encombrée de manuels, de brouillons et de surligneurs. Parfois, je lui apportais un verre de lait et je le trouvais endormi à son bureau, tenant encore son crayon. Mon cœur saignait pour lui, mais tout ce que je pouvais faire, c'était poser doucement le verre et sortir. Vers cette époque, François a enchaîné plusieurs chantiers en Normandie et dans la grande banlieue. Il partait, avant l'aube, et rentrait couvert de poussière de ciment, sa chemise de travail tachée de blanc par la sueur séchée. De nombreux soirs, je dressais la table pour finir par couvrir les plats et les mettre au réfrigérateur. Le rôti refroidissait, la sauce figeait, les légumes ramollissaient. Je restais assise seule à table, écoutant les informations du soir résonner dans une maison vide. Ce n'était pas que François négligeait la famille. Il rapportait toujours assez d'argent. Si la machine à laver tombait en panne, il appelait un réparateur. Si le toit fuyait, il grimpait pour le réparer. Mais ce dont j'avais besoin à ce moment-là, ce n'était pas seulement de factures payées ou d'une nouvelle ampoule. J'avais besoin d'une question douce, d'un regard prolongé, d'une main sur mon épaule disant « Est-ce que tu es fatiguée ?» Être une femme de 42 ans est une sensation étrange. On n'est pas vieille, mais on n'est plus assez jeune pour se regarder dans le miroir et sourire avec insouciance. Chaque matin, en enfilant mes vêtements de professeur, je remarquais que ma taille n'était plus aussi fine, et de fines rides encadraient mes yeux. J'ai commencé à craindre de m'effacer, de devenir un simple meuble familier dans la maison. Présente ou absente, cela ne semblait plus avoir d'importance. C'est à ce moment-là que Quentin a été muté dans mon lycée. C'était le nouveau professeur de musique et de chorale, de quelques années mon cadet. Il avait une allure d'intellectuel, les cheveux un peu longs, et portait toujours une guitare acoustique comme si elle était le prolongement de son bras. Quentin n'était pas d'une beauté brute comme François, mais il avait une bouche qui savait faire fondre les gens. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés dans la salle des professeurs, Quentin a souri chaleureusement. « J'ai entendu dire que vous enseignez magnifiquement la littérature, Hélène. Les élèves disent que vous lisez la poésie avec une tristesse qui reste en tête. Ils l'entendent une fois et ne l'oublient jamais. » J'ai ri. « Vous venez d'arriver et vous flattez déjà vos collègues ?» Quentin a souri, les yeux plissés. Je dis la vérité. Il y a des gens qui n'ont besoin de lire qu'une ligne d'un poème pour que l'on sache que leur cœur a traversé bien des tempêtes. Cette phrase m'a clouée sur place. Ce n'était pas trop audacieux, mais cela touchait exactement l'endroit en moi qui était devenu complètement aride. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait regardée comme une femme ayant des sentiments. À la maison, j'étais la femme de François, la mère de Kevin, celle qui cuisinait, faisait la lessive et payait pour les cours de soutien. Au lycée, j'étais la stricte Madame Hélène. Mais devant Quentin, j'ai soudain eu l'impression d'être appelée par un autre nom, quelque chose de plus doux, de plus jeune. Au début, ce n'était que des discussions dans la salle des profs. Quentin me demandait mon avis sur un poème ou un morceau de musique. Je l'aidais à organiser le spectacle de fin d'année du lycée. Puis un jour, il pleuvait à verse. Quentin a tenu un parapluie et m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. Roulez prudemment, Hélène. Les femmes aux yeux tristes cachent souvent trop de choses dans leur cœur, et la pluie de Paris a le don de rendre les gens vulnérables. Je l'ai taquiné. Si vous parlez comme ça, toutes les jeunes enseignantes vont tomber à vos pieds. Il a répondu avec aisance. Je ne parle pas aux jeunes enseignantes. Je parle à quelqu'un qui sait écouter. Rien que pour cela, j'ai pensé à lui toute la soirée. Depuis l'apparition de Quentin, j'ai commencé à faire plus attention à moi. Je choisissais mes tenues avec plus de soin, je mettais un peu de rouge à lèvres et je me parfumais avec un flacon délaissé dans un tiroir. Ma voisine m'a vue et m'a taquiné. Regardez-moi ça, Hélène, apprêtée comme si vous alliez à un concert et non au lycée. J'ai ri. Oh, arrêtez. Je veux juste être présentable pour les élèves. Elle a levé les yeux au ciel, s'il vous plaît.
Quand une femme commence soudainement à rayonner, c'est soit qu'elle a gagné à la loterie, soit que quelqu'un lui fait des compliments. J'ai balayé cela d'un rire, mais intérieurement, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Les gens de l'extérieur le remarquaient, et pourtant, François ne demandait jamais rien. Ce soir-là, il est rentré, a vu mon nouveau chemisier et a seulement dit « Le budget pour les courses est suffisant pour le mois ?» Je pars tôt en Normandie demain. Je l'ai regardé se baisser pour aligner ses chaussures de sécurité près de la porte, ressentant une bouffée de colère déraisonnable. J'ai pensé que si c'était Quentin, il m'aurait dit que cette couleur me va bien, ou que j'étais différente aujourd'hui. Mais mon mari, lui, ne voyait que les budgets et les chantiers. Un soir, Betty a appelé de la Creuse. Sa voix était plus faible, mais toujours chaleureuse. « Hélène, ma chérie, comment ça va? François travaille toujours autant. » J'ai souri avec lassitude. « Oui, il est très occupé. Kevin étudie sans cesse. Il n'y a que moi et la télé. » Betty est restée silencieuse un moment avant de dire « Une femme de 40 ans peut se sentir terriblement à la dérive, ma chérie. Si la maison est trop calme, trouve quelque chose d'utile à faire. Plante des fleurs, va à l'église, lis un livre. Ne laisse pas une brise étrange s'engouffrer chez toi en la prenant pour un vent rafraîchissant. Parfois, elle éteint le feu de ton propre foyer. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Avait-elle un pressentiment? Ou était-ce simplement la sagesse d'une vieille femme? J'ai répondu rapidement. « Tu t'inquiètes trop, maman. Je suis une femme adulte. » Elle a soupiré. Être plus vieux ne signifie pas qu'on ne peut pas être insensé. Beaucoup de personnes âgées trébuchent, et quand on tombe à cet âge, la douleur dure beaucoup plus longtemps. Je l'ai rassurée, mais après avoir raccroché, mon téléphone s'est éclairé. Un message de Quentin. « Tu es réveillée, Hélène? Je viens d'apprendre une nouvelle chanson. Le son de ta voix lisant de la poésie me manque tout à coup. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. J'aurais dû le supprimer. J'aurais dû me souvenir des paroles de Betty. J'aurais dû regarder les épaules cailleuses de François et comprendre qu'il portait notre famille à sa manière. Mais quand les gens veulent faire un faux pas, ils trouvent toutes les excuses possibles pour se sentir justifiés de chercher du réconfort. J'ai répondu « Tu te couches tard, Quentin. Juste une petite phrase. » Pourtant, elle est devenue le premier pas hors de mon foyer, hors de la confiance de mon mari et de mon fils, et hors de la décence que Betty m'avait confiée. Après cette nuit-là, Quentin et moi avons parlé davantage. D'abord de poésie, de musique, des élèves. Plus tard, les questions sont devenues plus intimes. Est-ce que tu te sens seule parfois? Regrettes-tu ta jeunesse? Penses-tu qu'une femme de plus de 40 ans mérite encore d'être aimée comme si elle en avait 20? Ces questions semblaient aussi légères que l'air, mais elles s'engouffraient directement dans les fissures de mon cœur. Je savais que je ne devrais pas répondre, mais une âme assoiffée de compréhension prend souvent une question indiscrète pour une bouée de sauvetage. Un vendredi après-midi, Quentin m'a invité à écouter de la chanson française acoustique dans un petit bistrot rustique près de la Seine. Il a dit que c'était juste un concert avec quelques professeurs locaux, rien d'inapproprié. J'avais prévu de refuser, mais François a appelé pour dire qu'il restait passer la nuit sur le chantier, en Normandie. Kevin était à la bibliothèque jusqu'à 21h. La maison était si vide que le tic-tac de l'horloge murale ressemblait à un soupir. J'ai mis une robe violet foncé, j'ai pris un léger gilet et j'ai quitté la maison. En chemin, je me disais, je vais juste écouter de la musique. Je ne fais rien de mal. L'esprit humain est brillant pour rationaliser quand il veut se tromper lui-même. Le petit bistrot avait un éclairage chaleureux, une odeur de café torréfié et le grattement mélancolique d'une guitare. Quentin s'est assis à côté de moi, se penchant occasionnellement pour m'expliquer une parole. Quand le chanteur a entonné une chanson sur l'amour perdu, Quentin a doucement posé sa main sur la mienne. Je l'ai retirée par réflexe. Il n'a pas insisté. Il m'a juste regardé avec des yeux qui jouaient parfaitement le rôle de l'homme blessé. Je suis désolée. J'ai dépassé les bornes. J'aurais dû me lever et partir. Mais je suis restée assise sans bouger. Ce silence était ma première permission. Un instant plus tard, sa main est revenue. Cette fois, je ne me suis pas écartée. À partir de ce jour-là, j'ai menti plus souvent. Réunion de département, répétition de la pièce de théâtre de l'école, visite à des élèves malades. François ne soupçonnait rien. Il me rappelait simplement « Si tu rentres tard, prends un taxi, ne conduis pas seul. » Les routes sont dangereuses la nuit. Une fois, il a pris quelques billets de son portefeuille et les a posés sur la table. « Garde ça sur toi. » Une femme qui sort tard devrait toujours avoir de l'argent liquide, au cas où la voiture tomberait en panne. J'ai serré l'argent, le cœur serré. Sa confiance était comme un manteau propre drapé sur quelqu'un couvert de boue. Mais la douleur s'est estompée. J'ai mis l'argent dans mon sac, j'ai retouché mon maquillage et j'ai franchi la porte. Kevin a commencé à remarquer que je me comportais différemment. Il ne disait pas grand-chose, mais son regard s'attardait sur moi plus longtemps. Un soir, j'envoyais un message quand Kevin est descendu. J'ai rapidement retourné mon téléphone face contre table. Il s'est arrêté et a demandé « À qui parles-tu pour devoir te cacher ainsi ?» J'ai forcé un rire, un collègue qui me pose des questions sur les programmes. Aujourd'hui, être prof, c'est se tenir à jour. Sinon les jeunes vous traitent de dinosaures. Kevin n'a pas souri. Il m'a juste regardé, un garçon de 19 ans avec des yeux pleins d'inquiétude et de suspicion. « Ne te couche pas trop tard, maman. Tu as changé ces derniers temps. » Ces mots m'ont glacé. Je lui ai aboyé dessus pour masquer ma culpabilité. Changer comment? Occupe-toi de tes études.
Laisse-moi gérer les affaires des adultes. Kevin est remonté silencieusement. En regardant son dos, je savais que je faisais quelque chose de terrible, mais au lieu de m'arrêter, je lui en ai voulu d'être trop sensible. Ceux qui ont tort ne manquent jamais de moyens pour blâmer ceux qui pointent leurs erreurs. À l'école, Madame Miller, une ancienne professeure d'histoire, m'a prise à part dans le couloir un jour. « Hélène, je te dis ça en amie, garde tes distances avec Quentin. » Dans son ancien établissement, il y a eu un incident avec une professeure mariée. Personne n'a fait d'esclandre pour sauver les apparences. Mais c'est arrivé. Mon visage a brûlé. Tu ne devrais pas écouter les commérages. Quentin et moi ne discutons que de sujets scolaires. Elle m'a regardé longuement et a soupiré. J'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Le temps que ce ne soit plus seulement des sujets scolaires, il est déjà trop tard. Je suis partie, l'orgueil piqué. Je me suis convaincue qu'elle était juste jalouse, ou que les femmes plus âgées voyaient le péché partout. En y repensant, je réalise que les gens de l'extérieur sont souvent plus lucides que ceux qui sont impliqués. La vérité est dure à avaler. Les doux mensonges créent une dépendance. Quentin était très habile. Il ne faisait jamais de promesses claires. Chaque fois que je demandais vaguement « Et si un jour nous ne pouvons plus arrêter ça ?» il regardait au loin. « Je sais seulement que je tiens à toi maintenant. » Quant à l'avenir, le destin a parfois ses propres projets. Cela semblait romantique, mais ce n'était que de la lâcheté. Un homme décent n'entraînerait pas une femme mariée dans l'obscurité en rejetant la faute sur le destin. Mais je ne voulais pas voir ça. J'entendais seulement « Je tiens à toi » et j'ignorais la lâcheté qui se cachait derrière. Nous avons commencé à avoir des rendez-vous privés en dehors du travail. Un café-jardin, le coin sombre d'un cinéma, une route tranquille. Chaque fois que je rentrais à la maison, je me douchais longuement, essayant de récurer cette eau de Cologne inconnue. Ensuite, je m'asseyais à table, j'interrogeais Kevin sur ses devoirs et je demandais à François si le chantier n'était pas trop épuisant. Je jouais si bien le rôle de l'épouse et de la mère normale que cela me faisait peur. Un soir, François est rentré tard et a posé un sac de cerises fraîches devant moi. J'ai vu un marché de producteurs sur le chemin du retour. Tu adores ça. J'ai regardé les cerises rouges foncées, la gorge nouée. Cet homme ne savait pas parler en poésie, mais il se souvenait de mon fruit préféré depuis des années. Et pourtant, j'étais là, sortant du foyer qu'il avait construit pour quelques compliments, bon marché. Je voulais arrêter, mais Quentin m'a envoyé un message. Allons au jardin des plantes ce dimanche. C'est calme. Je veux t'entendre lire de la poésie au bord de l'eau. J'ai fixé le message. Dehors, François se penchait pour réparer un pied bancal de la table de terrasse. À l'étage, le faible bruit de Kevin tournant les pages d'un livre résonnait. Tout ce qu'il y avait de plus décent dans ma vie était ici, dans cette maison. Mais j'ai répondu. D'accord. À dimanche. Juste un mot, et il m'a poussé sur une pente que je ne pourrais jamais remonter. Ce dimanche matin, Paris était radieux, mais pas trop chaud. De gros nuages blancs dérivaient lentement, et la brise venant de la Seine permettait de prétendre facilement que ma conscience était tranquille. Je me suis réveillée à 6 heures pour préparer un copieux petit déjeuner, composé d'œufs, de bacon et de pancakes pour François et Kevin. En coupant les fruits, mon cœur battait de manière irrégulière, comme un voleur essayant de se comporter en citoyen honnête. François était dans l'allée en train de laver sa vieille camionnette. En me voyant dans ma robe fleurie bleu clair, il a demandé « Où a lieu cette réunion du département de lettres pour que tu doives partir si tôt ?» J'ai baissé les yeux, ajustant la bandoulière de mon sac pour éviter son regard. Dans le nord, près des jardins, un séminaire commun avec les départements de musique et de lettres. Il a hoché la tête, ne soupçonnant rien. Mets des lunettes de soleil s'il y a trop de lumière. Si tu rentres tard, Kevin et moi prendrons juste des burgers. Ces mots m'ont glacé sur place. Un mari qui s'inquiète encore du confort de sa femme, alors que je complotais pour en rejoindre un autre. Mais j'ai refoulé la honte. Je me suis dit que ce n'était que pour quelques heures. Juste de la musique et du café. Quel est le problème? Kevin est descendu, les cheveux mouillés, tenant un livre de révision du baccalauréat. Il m'a regardé et a demandé « Avec qui pars-tu » ? « Avec mon département. Mange ton petit déjeuner et révise. » Il n'a pas ajouté un mot, mais son regard m'a donné la chair de poule. Utilisant l'excuse d'être en retard, je me suis précipitée dehors. J'ai rejoint Quentin sur une route tranquille près des jardins. Il était appuyé contre sa berline, portant une chemise blanche impeccable, sentant légèrement l'eau de Cologne. En me voyant, il a souri. « Tu es ravissante, Hélène. Personne ne croirait que tu as un fils qui entre à l'université. » Je l'ai réprimandé légèrement. « Arrête avec tes mots doux, Quentin. Trop de sucre est mauvais pour la santé. » Il a ri. « Si un compliment te rend heureuse, alors ça en vaut la peine. » Je suis montée dans sa voiture. Nous avons roulé le long des routes de banlieue bordées d'arbres. Le quartier autour du jardin des plantes offrait de vastes espaces verts. La brise fraîche faisait bruisser les feuilles et une odeur de terre humide flottait dans l'air. J'étais déjà venue ici avec ma famille, mais aujourd'hui, tout semblait empreint de secret. Quentin avait choisi un bistrot rustique, niché dans un coin tranquille et boisé au bord de l'eau. Il y avait de petites tables à l'extérieur, séparées par des treillis. Le serveur nous a tendu les menus et s'est éclipsé, nous laissant une intimité dangereuse. Je me suis assise, partagée entre l'anxiété et le grand frisson. Quentin a commandé un café frappé pour moi et un thé au gingembre pour lui. Il a dit qu'il se souvenait que je n'aimais pas les boissons amères. C'était un simple détail, mais cela m'a touchée.
À la maison, François se souvenait que j'aimais les cerises, mais je trouvais cela banal. Pourtant, quand Quentin se rappelait ma commande de café, je me sentais choyée. Quand le cœur d'une femme s'égare, sa perspective se déforme. Quentin a sorti une petite guitare de son étui et a gratté doucement les cordes, chantant d'une voix chaleureuse un air de chanson française. Je l'écoutais, en tortillant une serviette en papier. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles. Pour un observateur, nous aurions pu ressembler à des âmes sœurs, mais moi seule savais que sous cette façade poétique, un gouffre s'ouvrait pour m'engloutir. Quentin a posé la guitare et a pris doucement ma main. Hélène, je ne veux plus t'appeler Madame Hélène, je tiens vraiment à toi. J'ai retiré ma main par réflexe, mais il l'a retenue avec douceur. J'ai regardé l'eau qui clapotait, le cœur noué. Ne dis pas ça, j'ai une famille. Je sais, a-t-il répondu, mais avoir une famille ne signifie pas que tu n'es pas seule. Il avait touché mon point faible. Je suis restée silencieuse, et mon silence, une fois de plus, valait permission. Il a rapproché ma main de lui. Je n'ai pas résisté. À ce moment-là, j'ai oublié François, j'ai oublié Kevin, j'ai oublié Betty, j'ai oublié le mouchoir brodé qui attendait dans mon tiroir. J'ignorais qu'à cet instant précis, François et Kevin se trouvaient devant mon lycée. L'inspection du chantier de François avait été annulée. Il était rentré tôt, avait vu que Kevin avait fini ses révisions du baccalauréat et avait décidé qu'il devrait passer me faire une surprise, puis m'emmener dans notre restaurant de grillades préféré. Mais le gardien du lycée leur a dit qu'il n'y avait aucune réunion pédagogique ce jour-là. François m'a appelé. Mon téléphone a vibré dans mon sac. En voyant son nom, j'ai paniqué et j'ai coupé le son. Quentin m'a regardé et m'a demandé ce qui n'allait pas. C'est François qui appelle. Il demande sûrement pour le dîner. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Kevin. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas réalisé que François avait utilisé la fonction de partage de position familiale sur l'iPhone qu'il m'avait offert quelques mois plus tôt. Il ne s'y connaissait pas en technologie. Mais Kevin, oui, en quelques clics, ma position est apparue. Quand le bruit des pas s'est arrêté juste à côté de notre table, ma main était toujours dans celle de Quentin. Hélène. La voix de François était basse et enrouée. Ce n'était pas fort, mais cela m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. J'ai tourné la tête brusquement. Il était là, sa chemise grise encore poussiéreuse à cause de la route, les yeux injectés de sang. À côté de lui se tenait Kevin. Mon fils restait figé, le visage d'une pâleur mortelle, agrippant les lanières de son sac à dos, si fort que ses articulations étaient blanches. J'ai arraché ma main de celle de Quentin, et je me suis levée d'un bond. François, Kevin, laissez-moi vous expliquer. Les mots s'étranglaient dans ma gorge. Je savais que je n'avais plus rien d'honnête à dire. Quentin fixait le sol. L'homme qui venait de dire qu'il tenait vraiment à moi restait maintenant assis, silencieux comme un fantôme, n'osant pas se lever ni prononcer un mot. Je l'ai regardé, voyant sa lâcheté mise à nu pour la première fois. Les paroles douces peuvent voler haut, mais quand la tempête éclate, elles sont trop fragiles pour abriter une femme. François ne s'est pas jeté sur lui. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé pendant un long moment. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la déception, de l'humiliation, de l'agonie et un mépris glacial, tout cela à la fois. Puis il a posé une main sur l'épaule de Kevin. « Rentrons à la maison, mon fils. Nous avons fait une erreur en venant ici. » Kevin m'a regardé. Ce regard a brisé mon cœur. Ce n'était pas le regard d'un fils envers sa mère. C'était le regard de quelqu'un à qui on venait de voler sa foi. Il s'est détourné rapidement, comme si regarder une seconde de plus allait le briser. Ils sont partis tous les deux. Je suis restée là, les jambes en coton. Le vent soufflait toujours. Le café frappé était là, intact, la condensation dégoulinant le long du verre. Tout était cruellement normal, sauf que ma vie venait de s'effondrer. Le silence est souvent plus humiliant qu'une gifle. Et cet après-midi-là, au milieu des arbres verts, j'ai reçu assez d'humiliation pour toute une vie. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté le bistrot. Quentin m'a accompagné jusqu'à ma voiture, le visage pâle, bégayant des choses comme « Laisse-moi payer l'addition, reste calme, François va finir par se calmer ». En entendant cela, j'ai failli rire. L'homme qui prétendait m'aimer ne pouvait même pas prononcer le nom de mon mari avec dignité. J'ai pris un taxi pour rentrer. Pendant tout le trajet, j'ai fixé mes mains. Il y a quelques heures à peine, elles étaient dans celles de Quentin. Maintenant, elles tremblaient si fort que je devais agripper ma robe. Dehors, Paris était bondé, ensoleillé, des gens promenaient leurs chiens, des enfants faisaient du vélo. La vie continuait son cours, mais je venais de tomber d'une falaise. La maison était plongée dans le noir complet quand je suis entrée. Les lumières du salon étaient éteintes. Seule brillait la petite lampe près de la photo de Betty. L'air était lourd de fumée de cigarettes. François était assis dans le fauteuil en bois près de la fenêtre. Le sol autour de lui était jonché de mégots. Il fumait rarement, peut-être une fois, quand un projet était incroyablement stressant. Mais ce soir, le cendrier débordait. Kevin n'était pas là. La porte de sa chambre, à l'étage, était fermée à clé. Je me tenais au milieu de la pièce, la gorge sèche. François, il ne m'a pas regardé. Sa voix était caverneuse. « Assieds-toi. » Je me suis assise sur le bord du canapé, les genoux serrés. Toute ma vie, j'avais discipliné des élèves en leur faisant écrire des lettres d'excuses. Je n'avais jamais imaginé m'asseoir devant mon mari comme une criminelle attendant sa sentence. François a posé une feuille de papier vierge et un stylo sur la table basse. « Je ne veux pas de tes explications. » Les explications ne valent rien pour l'instant.
elles ne peuvent pas racheter la confiance. J'ai éclaté en sanglots, j'ai eu tort. Je suis tellement désolée. Il a frappé la table du plat de la main. Pas fort, mais assez pour me faire sursauter et me réduire au silence. N'utilise plus ce ton avec moi. Ça me rend malade. Une seule phrase, et mon visage s'est mis à brûler. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux, qui étaient rouges de fureur cet après-midi, étaient maintenant éteints et froids. Je te donne 2 options. Premièrement, nous divorçons immédiatement. Nous partageons les biens selon la loi. Je dirai exactement pourquoi aux 2 familles, à ton lycée et à Kevin. Tu pourras aller suivre ce professeur de musique ou qui tu voudras. En entendant le nom de Kevin, mon cœur s'est serré. Deuxièmement, tu restes dans cette maison. Sur le papier, tu es ma femme et la mère de Kevin. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ne le sommes que de nom. Je dors ici, tu dors dans la chambre, nous menons nos propres vies. Nous devons garder les apparences pour que Kevin puisse finir son année de terminale et partir à l'université en paix. Mais derrière cette porte, n'espère plus jamais que je te traite comme ma femme. Je me suis effondrée en avant, mes larmes tombant sur le parquet. Je voulais dire que je choisissais le divorce pour qu'il soit libre, mais en pensant à Kevin, en pensant à son regard au bistrot, je n'ai pas pu le faire. Il était en terminale. Il préparait ses dossiers pour la Sorbonne. Si tout cela éclatait, les ragots de la société détruiraient mon fils. J'ai chuchoté, je reste. S'il te plaît, laisse-moi rester pour m'occuper de Kevin. François a lâché un rire creux. Ce n'est pas pour t'occuper de Kevin. Tu restes pour sauver ta réputation de professeur respectable. Mais sois, tout le monde a des apparences à sauver. Je sauverai les apparences pour Kevin. Tu sauveras les tiennes pour toi-même. C'est tout. Il s'est levé, est allé dans la chambre et a pris un oreiller et une couverture. Chaque mouvement était précis, comme un ouvrier démantelant une structure en ruine. Il a jeté la literie sur le canapé, s'est allongé et m'a tourné le dos. Je suis restée sur le seuil de la chambre, regardant le grand lit conjugal vide, incapable de faire un pas en avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour préparer un bol de flocons d'avoine et du bacon pour Kevin. J'espérais qu'il mangerait un peu avant de partir, mais quand j'ai apporté le bol, Kevin était déjà à la porte, son sac sur le dos, les yeux gonflés. « Laisse ça, maman. Je prendrai quelque chose en chemin. Kevin, laisse-moi. » Il ne m'a pas regardé. Ne m'emmène plus au lycée. La porte s'est refermée. Le bol dans mes mains était brûlant. Pourtant, je me sentais glacée. Je l'ai posé sur la table et j'ai regardé la vapeur monter et disparaître. Certaines choses sont encore chaudes, mais plus personne ne veut les toucher. J'ai envoyé un seul message à Quentin. Ne me contacte plus jamais. Moins d'1 minute plus tard, il a répondu. Je comprends. Je demande ma mutation dans un autre secteur. Ça devient trop compliqué. J'ai lu le message et j'ai ri à travers mes larmes. Son amour n'était pas allé plus loin que le bureau du proviseur. Dès que le mot scandale est apparu, il s'est enfui. Les paroles mielleuses attirent les mouches, et j'avais été la plus stupide de toutes. Le 3e soir après l'incident, je n'en pouvais plus. La maison était silencieuse comme une tombe. François était sur le canapé, la porte de Kevin était verrouillée, et j'étais assise seule devant ma coiffeuse. Dans le tiroir, il y avait un flacon de somnifères puissant que mon médecin m'avait prescrit pour mes insomnies. Je les ai tous avalés. Je ne pensais plus au bien ou au mal. Je voulais juste disparaître, ne plus voir le regard de mon mari et de mon fils, ne plus entendre mon propre esprit me hurler dessus à chaque seconde. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière. Des lumières blanches aveuglantes, la gorge en feu, une perfusion dans le bras. François était assis dans le coin, mal rasé, portant la même chemise que la veille. En me voyant ouvrir les yeux, il a appelé l'infirmière, mais il ne m'a pas pris la main. J'ai seulement su que j'étais sauvée parce qu'il m'avait fait un lavage d'estomac à temps. Je ne savais pas que pendant que j'étais inconsciente, les médecins avaient découvert que j'étais enceinte de 11 semaines. L'overdose massive de sédatifs avait gravement compromis le fœtus, entraînant des complications dangereuses. L'hôpital avait besoin qu'un membre de la famille signe un consentement pour une intervention d'urgence afin de me sauver la vie et pour une interruption de grossesse. François a signé ce papier. Une signature qui m'a sauvé la vie, mais qui a enfoncé un autre couteau profondément dans sa propre âme. Quand je lui ai demandé plus tard pourquoi mon bas-ventre continuait de me faire mal, il a simplement répondu que c'étaient les séquelles des médicaments qui avaient ravagé mon corps. Je l'ai cru. Je ne savais pas que mon corps portait une nouvelle cicatrice physique, alors que son cœur portait une blessure qu'aucun chirurgien ne pourrait jamais recoudre. François vivait précisément selon le verdict qu'il avait rendu ce soir-là. Il laissait l'argent des courses sur le comptoir au début du mois, payait les factures et réparait ma voiture quand elle tombait en panne. Mais il faisait sa propre lessive, achetait ses propres médicaments et préparait son propre café. Une fois, j'ai vu une couture effilochée sur le col de sa chemise et j'ai tendu la main pour la recoudre. Il l'a brusquement retirée. « Laisse, ce sont mes vêtements. Je m'en occupe. » Je suis restée figée, l'aiguille à la main. Il ne me laissait même pas toucher une chemise déchirée, et encore moins le cœur que j'avais réduit en lambeaux. J'ai essayé de me racheter en faisant ce que je savais faire de mieux. J'ai cuisiné du bœuf miroton, de la purée maison, du pain de viande, tous ses plats préférés. Il les mangeait, mais il mangeait comme un homme qui remplit une obligation. Aucun compliment, aucune plainte, sans jamais me demander comment s'était passée ma journée. Si la soupe était trop salée, il se levait tranquillement
et ajoutait de l'eau chaude dans son bol, sans dire un mot. Ce silence faisait plus mal que des cris. Kevin a complètement changé. Avant, il bavardait sans cesse sur l'école, ses amis, le sport. Maintenant, il s'était refermé. Sa porte était toujours fermée. Si je frappais pour lui apporter un goûter, il criait simplement « Laisse-le devant la porte ». Une fois, je suis restée 10 minutes devant sa chambre, voulant m'excuser. Mais comment s'excuser d'avoir détruit la foi de son fils? Parfois, des excuses ne sont pas un remède. C'est juste frotter du sel sur la plaie de celui qui écoute. À l'automne 2010, Kevin est parti à la Sorbonne. François était ravi, mais c'était une joie silencieuse. Il a emmené Kevin acheter un ordinateur portable, une Honda Civic d'occasion et une valise noire. Kevin a insisté pour vivre en cité universitaire, disant que c'était plus proche de ses cours. Je savais que ce n'était qu'une demi-vérité. L'autre moitié, c'est qu'il voulait fuir une maison dont les murs transpiraient la misère. Le jour de son départ, je lui ai préparé des biscuits faits maison et quelques encas. Il les a pris, a baissé les yeux et a dit « Merci, maman ». Juste 2 mots, polis, mais à des milliers de kilomètres. Je l'ai regardé monter dans la camionnette de François, sentant mes côtes se briser une à une. Les gens disent que les enfants grandissent et s'éloignent, mais je savais que mon fils s'éloignait parce que je l'avais poussé. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris que Kevin avait découvert un secret encore plus horrible cette même année. Lors d'une visite médicale de routine pour l'université, son dossier médical a montré que son groupe sanguin était AB. Il se souvenait que François et moi avions dit que nous étions du groupe O, au début, et a pensé à une erreur de l'hôpital, mais Kevin était intelligent et méticuleux, tout comme François. Il a discrètement fait des recherches. Lors d'une visite à la maison un week-end, il a pris la vieille brosse à dents de François et quelques-uns de ses propres cheveux et les a envoyés pour un test ADN. Les résultats sont arrivés et l'ont glacé jusqu'aux os. Kevin a su que François n'était pas son père biologique alors qu'il n'avait que 20 ans. Pourtant, il n'en a parlé à personne. Il l'a caché dans son cœur comme un charbon ardent. Il appelait toujours François papa, acceptait toujours l'argent pour ses études et hochait toujours la tête respectueusement quand François lui disait de conduire prudemment. Je n'ose imaginer l'agonie que mon fils a traversée. J'ai seulement remarqué qu'il rentrait moins souvent, et quand il le faisait, il regardait François avec un regard persistant, comme s'il craignait que la vérité n'éclate un jour. Et moi, l'auteur de toute cette tragédie, je restais dans une ignorance totale. Je pensais que sa distance était uniquement due à l'affaire du lac. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils portait un tout autre abîme, tout seul. Un abîme si profond que même un adulte pourrait ne pas y survivre. Dès lors, la maison bourgeoise à Paris abritait 3 personnes, mais chacun de nous vivait dans sa propre pièce fermée à clé. François gardait le secret du bébé perdu. Kevin gardait le secret de ses origines. Et moi, je gardais la culpabilité d'une femme infidèle et la peur de ne jamais affronter la vérité. Il y a des maisons qui semblent éclairées de l'extérieur, avec de la fumée qui s'échappe de la cheminée, mais à l'intérieur, tout le monde est barricadé derrière sa propre porte. Notre maison était l'une d'entre elles. En 2015, Kevin a ramené sa petite amie à la maison. Elle s'appelait Diana. Elle venait d'une petite ville de province et travaillait comme comptable dans le centre. Diana n'était pas d'une beauté renversante, mais elle avait un visage lumineux, s'exprimait clairement et était respectueuse sans être trop soumise. Le premier jour où elle est entrée, portant une simple robe de couleur crème et tenant un panier de fruits, elle a souri. « Bonjour, monsieur et madame Smith. » En l'entendant, mon cœur s'est adouci. Cela faisait si longtemps qu'une voix féminine, jeune et joyeuse, n'avait pas résonné naturellement dans cette maison. Je l'ai emmenée dans la cuisine, lui demandant si elle voulait un thé glacé ou une citronnade. Elle a ri. « Ce que vous prendrez, madame Smith. Je ne suis pas difficile. Ma mère me disait toujours en rendant visite aux aînés. Ne fais pas ta princesse. » J'ai éclaté de rire. François, assis dans le salon, l'a entendu et le coin de sa bouche s'est relevé. J'ai remarqué qu'il observait Diana avec un regard scrutateur mais satisfait. Il aimait sa nature simple et honnête. Kevin était assis à côté de Diana, le dos droit, les mains sur les genoux. Il était devenu un homme mûr, plus calme que ses pairs. Quand François a posé des questions sur son travail, Kevin a répondu clairement. Chaque fois que je passais de la nourriture à Diana, Kevin me jetait un coup d'œil, la distance toujours présente dans ses yeux. Je savais que la blessure entre la mère et le fils n'était pas guérie. Mais ce jour-là, pour Diana, pour l'avenir de mon fils, j'ai juré d'agir comme une mère digne de ce nom. Les familles se sont rencontrées pour discuter du mariage. La famille de Diana n'était pas riche, mais c'était des gens honnêtes et bons. Son père était décédé et sa mère tenait une petite quincaillerie. Sa mère parlait franchement. Je n'ai pas besoin d'un mariage immense et tape à l'œil pour ma fille. Je veux juste qu'ils s'aiment et vivent convenablement. Je n'ai pas une dot énorme, mais ma fille sait travailler dur et tenir une maison. François a hoché la tête fermement. Ne vous inquiétez pas, madame. Kevin est mon fils. Je l'ai élevé pour m'assurer que sa femme et ses enfants ne manquent jamais de rien. En l'entendant dire mon fils, mon cœur a ressenti un pincement étrange et aigu. Je ne savais pas encore pour le test ADN de Kevin, mais une intuition maternelle me mettait mal à l'aise, comme lorsqu'on entend les lattes d'un plancher craquer avant de voir la pourriture. Le mariage a eu lieu dans une belle salle de réception en banlieue. François a insisté. On ne marie son fils qu'une seule fois. Faisons les choses bien,
pour que les deux familles soient fières. Il a payé la salle, le bar ouvert, les repas de bœuf et de saumon. Je me suis occupée des invitations, des fleurs, de la liste des invités. François et moi avons plus parlé de ce mariage que nous ne l'avions fait depuis des années. Mais chaque conversation était brève, comme entre des partenaires commerciaux. As-tu commandé les centres de table? Oui. J'ai les chèques pour le traiteur et le DJ. Bien. C'était tout. Pas un seul mot de plus pour l'autre. Quelques jours avant le mariage, Betty est arrivée de la Creuse. Elle était frêle, ses cheveux étaient complètement blancs, elle s'appuyait sur une canne. En entrant dans la maison, elle m'a regardée. Puis François. Ses yeux étaient tristes, mais devant Kevin et Diana, elle a gardé son sourire doux. Un mariage apporte de la joie. Je suis vieille, mais j'ai vécu assez longtemps pour voir mon petit-fils se marier. Le Seigneur est bon. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je suis descendue à la cuisine pour boire de l'eau, et j'ai vu Betty assise seule à la table de la salle à manger. Elle caressait le mouchoir brodé avec le mot endurance que j'avais laissé près de vieilles photos. « Est-ce que tu gardes toujours ça, Hélène » a-t-elle demandé doucement. J'ai baissé la tête. « Oui, maman. » Elle a soupiré. Garder le mouchoir est facile. Garder son cœur pur est la partie difficile, ma chérie. Je n'ai pas osé répondre. Parfois, les paroles les plus calmes des anciens tranchent jusqu'à l'os. Le jour du mariage, je portais une robe de soirée bleu canard. François portait un costume noir. Avant que la réception ne commence, le photographe nous a demandé de nous tenir proches l'un de l'autre pour une photo. J'hésitais quand François a posé sa main légèrement derrière mon dos. Il ne me touchait pas vraiment. Il y avait un filet d'air entre sa main et ma robe, mais c'était suffisant pour me faire trembler. Le photographe a souri. « Vous êtes magnifiques tous les deux. Un grand sourire, s'il vous plaît. » François a souri et j'ai souri aussi. Nos sourires devaient paraître parfaits car les invités ne cessaient de nous complimenter. « Vous avez élevé un garçon merveilleux. Une famille exemplaire. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Les gens ne voient que les acteurs sur scène. Ils ne voient jamais la poussière derrière les rideaux. Au moment des toasts, François a pris le micro. Sa voix grave tremblait légèrement. « Je veux juste que vous deux, vous viviez honnêtement l'un avec l'autre. La pauvreté ou la richesse, on peut gérer, mais une fois que la confiance est perdue, tout est perdu. S'il y a un problème, parlez-vous. Ne laissez pas une petite erreur devenir un gouffre que vous ne pourrez jamais combler. » La salle a applaudi. Diana a eu les larmes aux yeux. Kevin a baissé la tête. Je me tenais à côté de François, le cœur déchiré. Je savais que chaque mot n'était pas seulement pour notre fils. C'était une condamnation à perpétuité pour moi. La fête s'est terminée. Les invités sont partis. Diana m'a serré dans ses bras. « Repose-toi bien, maman. » Je lui ai tapoté le dos, me promettant que même si ma vie était ruinée, je ne serais jamais une belle-mère cruelle pour elle. Les femmes souffrent déjà assez dans le mariage. Elles n'ont pas besoin qu'une autre femme aggrave les choses. De retour à la maison, François a enlevé sa cravate et l'a posée sur une chaise. Le visage doux qu'il affichait devant les invités s'est évaporé instantanément. Il a regardé autour du salon, jonché de restes de cadeaux de mariage, et a marmonné, « Eh bien, le plus gros est fait pour Kevin. » Je me tenais au pied de l'escalier, tenant un coffret à bijoux. « François, ton discours aujourd'hui était magnifique. » Il s'est retourné, ses yeux retrouvant leur distance habituelle. Je l'ai dit pour les enfants. Ne te méprends pas. Sur ce, il a pris son oreiller et s'est dirigé vers le canapé. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert ma robe et j'ai rangé mes bijoux. Dans le tiroir, le vieux mouchoir reposait en silence, douloureusement présent. Dehors, l'odeur des fleurs de mariage flottait encore. À l'intérieur, le clic sonore du verrou de ma chambre a résonné. Je venais de finir de jouer un rôle magnifique, mais à force de jouer un rôle trop longtemps, on finit par se regarder dans le miroir sans pouvoir reconnaître son propre visage. 2 ans plus tard, Diana a annoncé qu'elle était enceinte. C'était un après-midi pluvieux. J'étais dans la cuisine en train de préparer des légumes quand Kevin l'a amenée. Elle est entrée en rougissant, tenant une échographie. « Maman, nous allons avoir un bébé. » Je me suis redressée d'un coup, lâchant une poignée de fines herbes dans l'évier. Ma gorge s'est serrée d'une joie immense et d'un soulagement tremblant. Pendant des années, cette maison avait semblé aussi lourde que la pierre, mais les mots de ma belle-fille y ont insufflé un air nouveau. François était dans le salon en train de réparer un ventilateur. En entendant la nouvelle, sa main s'est arrêtée, le tournevis cliquetant sur le carrelage. Il a regardé Diana, puis Kevin. « C'est vrai, mon fils ?» Kevin a hoché la tête. « Oui, papa. 8 semaines. » François n'a rien dit d'autre, mais il a détourné la tête. J'ai vu le coin de ses yeux devenir rouge. L'homme qui avait caché ses émotions toute sa vie ne pouvait cacher sa joie de devenir grand-père. À partir de ce jour, François a complètement changé. Il recherchait des articles sur la santé, demandait aux voisins des recommandations sur les aliments biologiques et me disait « Prépare de bons repas pour Diana. Ne lésine pas sur le budget. Réduis les épices. Elle a des nausées matinales, la pauvre. » L'entendre prononcer son nom avec autant de soin me rendait heureuse. Mais cela me piquait aussi. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas utilisé ce ton avec moi, mais j'étais sincèrement ravie. J'avais été une belle fille autrefois. Je savais à quel point une femme enceinte a besoin d'être bien traitée par la famille de son mari. J'ai préparé des mijotés de poulet, des gratins et des soupes consistantes pour Diana. Si elle avait envie d'une tarte aux pommes spécifique d'une boulangerie à l'autre bout de la ville, je prenais la voiture pour aller la chercher.
Elle en mangeait 2 parts, les yeux larmoyants. « Je t'aime, maman. » J'avais tellement peur que la grossesse et les relations avec la belle famille soient stressantes. J'ai caressé ses cheveux. Les femmes doivent s'aimer entre elles, ma chérie. Ne laisse pas la maison de ton mari être un endroit que tu redoutes. Dire cela me brisait le cœur. J'avais eu autrefois une belle-mère qui m'avait dit quelque chose de similaire. Betty m'aimait, et j'ai trahi sa confiance. En novembre 2017, le petit Benny est né à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il était rouge, minuscule, et ses cris résonnaient dans le couloir. François se tenait dehors, faisant les 100 pas, les mains derrière le dos. Quand l'infirmière a sorti le bébé, il était si troublé qu'il a mis sa casquette de baseball à l'envers. Ma voisine, qui nous avait accompagnés, a gloussé. « François, quel genre de grand-père moderne porte sa casquette comme un adolescent ?» François a sursauté, réalisant son erreur, et son visage est devenu rouge. Tout le couloir a ri, et j'ai ri aussi. Ce rire était le premier son authentique et spontané échangé entre nous depuis des années. Une fois Benny arrivé, notre maison a retrouvé la vie. Le week-end, Kevin amenait sa famille. Je m'affairais dans la cuisine à préparer des purées et des aliments tendres. François monopolisait le bébé. Il promenait Benny dans le salon en lui murmurant des bêtises. « Benny, sois un bon garçon. Ne deviens pas une vieille brique sèche comme ton grand-père. Sois comme ton père, mais en moins têtu. » Diana riait. « Vous dites ça, mais je pense que vous l'aimez plus que nous. » François a grogné doucement. « Bien sûr que j'aime mon petit-fils. Si je ne l'aime pas, il me placera dans une maison de retraite quand je serai vieux et ne répondra plus à mes appels. » La plaisanterie a fait rire tout le monde. Je me tenais dans la cuisine, regardant François laisser Benny serrer son doigt cailleux. Son visage était d'une douceur absolue. À ce moment-là, j'ai cru voir le mari de ma jeunesse, l'homme qui restait debout toute la nuit quand Kevin avait de la fièvre. Un jour, Benny a régurgité sur la chemise de François. J'ai rapidement attrapé une serviette et je me suis précipitée pour l'essuyer. Ma main a accidentellement effleuré la sienne. Des années plus tôt, il aurait reculé comme s'il s'était brûlé. Mais ce jour-là, il a seulement marqué une légère pause, puis il a pris la serviette de mes mains. « Je m'en occupe. Va lui chercher une chemise propre. » Juste une phrase normale, et pourtant je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée allongée dans ma chambre, écoutant le ventilateur au plafond, nourrissant un fol espoir. Je me demandais si le temps avait calmé sa colère, si le petit-fils avait d'une manière ou d'une autre déverrouillé la porte à laquelle je frappais depuis des années. J'ai recommencé à mieux prendre soin de moi. J'ai acheté de nouvelles tenues d'intérieur, j'ai teint mes racines grises et j'ai cuisiné les plats qu'il aimait autrefois. Quand les enfants venaient, j'essayais de discuter avec lui, surtout à propos de Benny. Ils viennent ce week-end. Quel genre de soupe devrais-je préparer pour Benny? Ce qui est facile à digérer. Peut-être du poulet et du riz? Kevin adorait ça quand il était petit. Il est resté silencieux quelques secondes. Ouais, ça marche. Je me raccrochais à chaque ouet comme un naufragé à un morceau de bois flotté, mais la joie était fragile. Dès que Kevin et Diana installaient Benny dans la voiture et s'en allaient, la maison retrouvait son état d'origine. François rangeait les jouets, se lavait soigneusement les mains et prenait son oreiller pour le canapé. Pas un mot de plus pour moi. Un soir, après le départ des enfants, j'ai rassemblé tout mon courage et je me suis assise face à lui. « François, est-ce qu'on peut juste vivre un peu plus paisiblement l'un avec l'autre à partir de maintenant? Nous avons vieilli. Nous avons des petits-enfants. Je sais que j'ai eu tort. Je veux juste que nos jours restants soient moins froids. » Il a levé les yeux. Son regard n'était pas féroce, mais il était si lointain que j'avais l'impression d'être devant une grille verrouillée sans clé. J'aime Benny parce qu'il est innocent. Je te parle de Benny parce que je ne veux pas que les enfants se sentent mal à l'aise. Mais pour ce qui est de toi et moi, n'implique pas le petit là-dedans. J'étais paralysée. Il a continué, la voix basse mais articulant chaque mot. Les enfants peuvent illuminer une maison, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent réparer un toit pourri. Ne te méprends pas sur moi. Jamais. J'ai baissé la tête, les larmes tombant sur le dos de mes mains. Dehors, la voiture de Kevin avait tourné au coin de la rue. Le rire de Benny s'était évanoui. La maison était de nouveau plongée dans un silence de mort, me laissant avec un espoir qui venait d'être délicatement posé au sol, pas brisé, mais assez fissuré pour saigner. Au début de l'année 2018, Betty est tombée gravement malade. Cela a commencé par une toux persistante et une perte de poids. Elle l'a caché, ne voulant pas nous inquiéter. Ce n'est que lorsque François a reçu un appel de son frère, dans la Creuse, disant qu'elle était alitée, que nous nous sommes dépêchés de faire nos valises. Le trajet vers la Creuse a été aussi silencieux que si 2 étrangers partageaient un taxi. François conduisait, le regard fixé droit devant lui. J'étais assise sur le siège passager, serrant mon sac à main. Par la fenêtre, la silhouette de Paris laissait place aux autoroutes, aux champs de maïs et aux collines vallonnées. La brise portait des odeurs de terre humide, de pin et de fumée de bois. J'aimais autrefois cette odeur parce qu'elle signifiait Betty. Elle signifiait la sécurité de mon début de mariage. La vieille ferme de Betty se trouvait au bout d'une longue allée de gravier, entourée de chênes et d'un immense porche. Quand nous sommes entrés, l'odeur du bouillon de poulet et du vieux bois m'a frappée. Elle était allongée dans un lit en bois massif près de la fenêtre. Elle s'était recroquevillée comme une feuille séchée, ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux enfoncés mais toujours bienveillants. En voyant François, ses lèvres ont bougé.
François, mon garçon. François tomba à genoux au pied du lit et lui prit la main. Ce solide ingénieur tremblait. Devant moi, il pouvait être froid comme la glace, mais devant sa mère, il n'était qu'un petit gars de la campagne terrifié à l'idée de la perdre. Je suis là, maman. Pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt? Elle sourit faiblement. Je suis vieille. Les douleurs sont normales. Je ne voulais pas que tu quittes ton travail pour accourir jusqu'ici. Je restais en retrait, n'osant approcher. Betty me vit et m'appela. Hélène, approche. Laisse-moi te regarder. Je m'avançai et m'agenouillai près du lit. Je suis là, maman. Elle tendit la main et caressa le dos de la mienne. Ses doigts étaient glacés et fragiles, me brûlant les yeux. Pendant des années, je n'avais pas osé la regarder dans les yeux. J'avais peur que son regard doux n'éclaire les coins sombres de mon âme. Elle me demanda d'aller à la cuisine faire chauffer le bouillon pour François. J'obéis. La cuisine rustique n'avait pas changé. Une poêle en fonte sur la cuisinière, des bocaux de conserve sur le plan de travail. En remuant le bouillon, une odeur d'herbe s'éleva, et mes larmes coulèrent sans que je m'en rende compte. Il y a des années, elle se tenait dans cette même cuisine pour m'apprendre ceci. Si tu veux une bonne soupe, il ne faut pas se précipiter. Laisse-la mijoter. Il s'avère que ce n'est pas seulement vrai pour la soupe. Le cœur humain est identique, mais moi, je m'étais précipitée. J'avais soif d'un frisson rapide et éphémère, et cela avait empoisonné toute ma vie. Cet après-midi-là, alors que François était dehors à discuter avec son frère, Betty m'appela dans sa chambre. Elle me dit d'ouvrir le coffre en cèdre au pied du lit. À l'intérieur se trouvaient des vêtements pliés, les dispositions pour ses obsèques qu'elle avait préparées elle-même, et le mouchoir de l'endurance que j'avais conservé autrefois. J'étais sous le choc. Pourquoi est-il ici? Elle sourit. La dernière fois que tu es venu, il est tombé de ton sac. Je l'ai reconnu, alors je l'ai gardé. Je te le rends maintenant. Je tins le tissu brodé et délavé. Elle me regarda longuement avant de parler. Hélène, je n'ai jamais demandé ce qui n'allait pas dans votre foyer. Quand on est vieux, on regarde simplement le visage de ses enfants et on sait si une tempête a frappé. Mais écoute-moi bien. L'endurance, ce n'est pas subir l'humiliation, et ce n'est pas un outil pour s'emprisonner l'un l'autre à vie. L'endurance, c'est savoir se maîtriser avant de commettre une erreur. Et si tu fais une erreur, cela signifie baisser la tête et en accepter les conséquences, sans se cacher derrière ses larmes. Je m'effondrai en sanglots, enfouissant mon visage contre le bord du matelas. Maman, je suis tellement désolée. Je t'ai déçue. Elle respira doucement. Si tu es désolée, vis le reste de ta vie dignement. Les morts ne réclament pas de dettes, ma chérie. Je pleurais en silence. Elle ne m'a ni grondée, ni moquée, mais ces mots étaient comme de petites incisions chirurgicales précises, douloureuses mais nettes. Assez douloureuses pour me rappeler que je n'étais pas encore tout à fait pourrie. Cette nuit-là, elle appela François seul auprès d'elle. Je restais sur le perron, écoutant les grillons dans le jardin. Je ne pouvais pas tout entendre, seulement des fragments de phrases. Je sais que ça fait mal. Si tu ne peux pas pardonner, lâche prise. Tu l'as gardé, mais ne transforme pas ta maison en prison. Un instant plus tard, la voix de François se brisa. Ne t'inquiète pas pour nous, maman. Garde tes forces. Betty parla très lentement. Une dernière chose. Dans cette vie, certains enfants ne naissent pas de ton sang, mais de la sueur que tu as versée pour les élever. Si une grande tempête frappe un jour ta maison, souviens-toi de mes paroles. Ne laisse pas une vérité soudaine effacer toute une vie d'amour. François resta silencieux un long moment. Lorsqu'il sortit sur le perron, ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était contractée. Il me regarda, puis passa devant moi. Je n'ai pas compris pourquoi Betty avait dit cela. Peut-être aimait-elle simplement Kevin, aimait-elle François et pleurait-elle sur notre maison glaciale de Paris. 3 jours plus tard, Betty s'éteignit juste avant l'aube. La rosée était encore lourde sur les chênes. Elle partit paisiblement, comme quelqu'un de trop fatigué qui aspirait simplement à un long sommeil. Nous avons organisé des funérailles simples et traditionnelles dans la Creuse. Les voisins ont apporté des plats, le pasteur a pris la parole, et je me suis tenue près du cercueil dans une robe noire, pleurant sincèrement. Pas seulement pour une belle-mère, mais pour la seule personne de la famille de mon mari qui m'avait aimée inconditionnellement. À partir du jour où nous avons enterré Betty, le mouchoir de l'endurance retourna dans mon tiroir. Chaque fois que je le regardais, je me souvenais de son ordre. Si tu as tort, vis le reste de ta vie dignement. Mais parfois, vivre dignement ne suffit pas à obtenir le pardon. Certaines dettes ne peuvent jamais être totalement remboursées. Je restais longtemps devant la photo de Betty dans notre salon, regardant la fumée d'une bougie s'enrouler dans l'air lourd et stagnant de la maison. Je posais le rapport médical sur la table de la salle à manger, juste là où François buvait habituellement son café après avoir tondu la pelouse. C'était la fin de l'après-midi, le ciel menaçait d'un gros orage. Dehors, j'entendais le grondement d'un camion de livraison, les cris lointains des gamins du quartier jouant au basket. Mais dans ma tête, une question tournait en boucle. D'où vient cette cicatrice? Vers 18h, François entra. Il portait une chemise grise à manches courtes et tenait sa casquette de baseball usée. Il me jeta un regard et demanda nonchalamment. « Alors, cet examen? Rien de grave? » Des années plus tôt, cette simple question m'aurait réchauffé le cœur. Mais maintenant, je n'y voyais que l'habitude de 2 personnes occupant le même espace. Je ne répondis pas immédiatement. Je fis simplement glisser le papier vers lui. Le médecin dit que j'ai une vieille cicatrice sur l'utérus. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Sa main,
qui posait sa casquette sur le porte-manteau, se figea. Ce fut rapide, si rapide que si je n'avais pas eu les yeux fixés sur lui, je ne l'aurais pas remarqué. Ses épaules se raidirent. Ses yeux se posèrent sur le papier, puis s'en détournèrent rapidement. Les médecins disent toutes sortes de choses. Tu vieillis, avoir des tissus cicatriciels, n'a rien d'étrange. Je le fixai droit dans les yeux. Non. Le médecin m'a demandé si j'avais déjà subi une chirurgie. Je n'ai jamais eu de césarienne. Jamais d'opération, sauf la fois où j'ai été hospitalisée, et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. François entra dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. Le verre heurta bruyamment le robinet. Je le suivis, ma voix commençant à trembler. En 2009, après l'incident au lac, quand j'ai fait une overdose de somnifères. Que s'est-il passé exactement dans cet hôpital? Il claqua le verre sur le plan de travail en granit. De l'eau éclaboussa partout, laissant une tache sombre. Pourquoi poses-tu cette question maintenant? Est-ce que ce n'est pas suffisant que tu sois en vie aujourd'hui? Ce n'est pas suffisant, hurlai-je, les larmes me brûlant les yeux. Cela fait 17 ans. Tu peux me haïr. Tu peux me mépriser, mais c'est mon corps. J'ai le droit de savoir pourquoi j'ai une cicatrice dont j'ignorais l'existence. François fit volte-face. Son visage était rouge sombre, les veines de ses tempes saillantes. Pour la première fois depuis des années, je ne vis pas seulement de la froideur dans ses yeux, mais une douleur atroce, refoulée. Tu veux savoir? Très bien. Je vais te le dire, pour que tu arrêtes de me regarder comme si je t'avais volé quelque chose. Je fis un demi-pas en arrière. Il laissa échapper un rire sec et amer. Cette nuit-là, on t'a transporté aux urgences dans le coma. Ils t'ont fait un lavage d'estomac. Et puis les médecins ont découvert que tu étais enceinte de 11 semaines. Mes oreilles se mirent à siffler. La cuisine sembla basculer. Enceinte? Oui, enceinte. Il cracha chaque mot avec haine. Et à ton avis, de qui était ce bébé? De moi? Nous n'avions pas eu d'intimité depuis des mois. Tu étais trop occupé par tes réunions, tes répétitions, tes séances de poésie au bord du lac. Je m'agrippais au bord du plan de travail, mes ongles s'y enfonçant, mais la douleur physique ne me sortit pas de mon vertige. La voix de François baissa d'un ton, mais chaque mot tombait comme une pierre. Le sédatif avait gravement endommagé le fœtus. Le médecin a dit qu'il y avait des complications dangereuses. Si on n'intervenait pas, tu mourrais. Ils avaient besoin du consentement de la famille. J'ai signé. Je secouai la tête, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi m'avoir laissé vivre 17 ans sans savoir que j'avais, le mot perdu, resta coincé dans ma gorge? Ce bébé était le résultat d'une terrible erreur, mais c'était tout de même une vie. Il n'avait jamais eu de nom, n'avait jamais été voulu, et avait été englouti par les péchés des adultes. François me foudroya du regard, les yeux étincelants. Te le dire pour quoi faire? Pour que tu te réveilles et que tu recommences une overdose. Ou pour que tu cours voir Quentin pour lui demander s'il voulait le reconnaître. Je me noyais dans l'humiliation et la rage, mais je devais maintenir cette maison intacte pour que Kevin puisse obtenir son diplôme. Tu penses que je suis noble? Non. Je ne voulais juste pas que toute la famille sombre à cause de ta sale erreur. Je m'effondrais sur une chaise. Dans mon esprit, je revis les jours suivant mon retour de l'hôpital, la douleur sourde dans mon abdomen, les pilules que François préparait soigneusement, la façon dont il me regardait comme si j'étais intouchable. Je réalisais alors que la cicatrice sur mon corps n'était rien. C'était la cicatrice dans l'âme de François, qui avait gardé cette maison glaciale pendant 17 ans. Il s'appuya contre l'évier, sa voix paraissant soudain épuisée jusqu'à la moelle. Tu me demandes pourquoi je ne t'ai pas touché en 17 ans? Parce que chaque fois que je te regarde, je me souviens de cette nuit. Je me souviens d'avoir signé un papier pour sauver la vie d'une femme qui m'avait trahi et d'avoir simultanément autorisé l'avortement de l'enfant d'un autre homme. Comment veux-tu que je mène une vie normale avec toi? Je sanglotais de manière incontrôlable. À cet instant précis, le téléphone fixe du salon a sonné, un cri aigu et perçant qui a brisé l'atmosphère pesante de la cuisine. François s'est essuyé le visage et est allé répondre. Je suis restée là, paralysée, me tenant le ventre comme pour combler un vide immense. La voix de François s'est soudainement cassée. Quoi? Kevin a eu un accident? Où ça? À la Pitié-Salpêtrière? D'accord, j'arrive. Le verre sur le comptoir a basculé et s'est brisé sur le carrelage. Il s'est tourné vers moi, le visage livide. Change-toi. Kevin a été renversé par un camion. L'hôpital dit que son état est critique. J'ai enfilé des vêtements en hâte, mes mains tremblaient tellement que j'ai boutonné mon chemisier de travers. François se tenait devant la porte, d'une voix rauque et pressante. Dépêche-toi, Hélène. Ce n'est pas le moment de rester là à pleurer. J'ai essuyé mon visage et j'ai couru derrière lui jusqu'à la voiture. La pluie s'était mise à tomber, une de ces averses torrentielles qui martèlent le pare-brise. Les routes étaient un chaos de sirènes et de feux de détresse. Assise sur le siège passager, les mains crispées sur mon sac à main, je murmurais sans cesse. Kevin, s'il te plaît, accroche-toi. Je t'en prie. François conduisait, le dos rigide. Il n'avait pas décroché un mot depuis que nous étions montés en voiture. Je l'ai regardé de profil. Sa mâchoire était contractée. Quelques minutes plus tôt, il hurlait contre moi à propos de l'avortement. Mais maintenant, toute cette rancœur était balayée par la terreur pure de perdre Kevin. Quoi qu'il arrive, Kevin était le garçon qu'il avait élevé, à qui il avait appris à faire du vélo, et qu'il aimait depuis 36 ans. Les urgences de la Pitié-Salpêtrière étaient bondées. Les néons agressifs se reflétaient sur le linoléum mouillé. L'odeur d'iode, de sang et de manteaux humides me donnait la nausée.
Nous avons couru vers la salle d'attente de chirurgie. Diana était effondrée sur une chaise en plastique, son chemisier taché de sang. En nous voyant, elle a bondi et s'est jetée dans mes bras. « Maman, Kevin a perdu tellement de sang. Ils l'ont emmenée au bloc. » Elle tremblait violemment. François s'est avancé, essayant de garder une voix stable. « Que s'est-il passé, ma puce? Dis-moi. » Diana a éclaté en sanglots. Il marchait vers sa voiture en plein centre-ville. Un camion de livraison a brûlé un feu rouge et l'a percuté. Le temps que j'arrive, il l'avait déjà mis sur un brancard. « Papa, j'ai tellement peur. » François a fermé les yeux 1 seconde, puis les a rouverts. Il est au bloc. Traumatisme sévère. Hémorragie interne massive. Ils ont besoin de sang. Vite. À ce moment-là, un médecin en blouse bleue est sorti en baissant son masque. Son badge indiquait Dr. Stevens. Il nous a regardés. « La famille de Kevin Smith ?» François s'est approché. « Je suis son père. » Voici sa mère et sa femme. « Docteur, comment va mon fils ?» Le docteur Stevens a parlé rapidement, mais clairement. Le patient est en chirurgie pour stopper l'hémorragie, mais il a besoin d'une transfusion urgente. Son dossier indique qu'il est du groupe AB. Nous nous approvisionnons auprès de la banque du sang, mais si des membres de la famille ont un groupe compatible, cela accélère le processus. L'un de vous connaît-il son groupe sanguin? J'ai lâché d'un trait. Je suis du groupe O. C'est dans mon dossier. Prenez tout ce qu'il faut. François a immédiatement ajouté. Je suis O aussi. Donneur universel. Ma carte est dans mon portefeuille. Le docteur Stevens s'est arrêté. Il a regardé son dossier, puis nous a dévisagés. Son expression est devenue prudente, comme s'il essayait d'éviter de lâcher une bombe au mauvais moment. Oui, le groupe O peut être utilisé en cas d'urgence. Mais pour un don familial direct, nous vérifions très strictement la compatibilité. Étant donné la situation, je dois confirmer. Êtes-vous absolument sûr d'être tous les deux du groupe O? François a froncé les sourcils. Positif. Pourquoi cette question? Le médecin a baissé la voix. Génétiquement parlant, si les 2 parents biologiques sont du groupe O, l'enfant est presque toujours du groupe O. Le dossier du patient indique AB. C'est peut-être une erreur administrative dans le système. Une fois qu'il sera stabilisé, vous voudrez peut-être vérifier. Mais pour l'instant, la priorité est de le sauver. Les mots ont frappé comme un coup de tonnerre au milieu du couloir. Groupe AB, parent de groupe O, incompatible. Diana est devenue livide. Elle a regardé les portes du bloc opératoire, puis François et moi. Sa voix tremblait. Je suis du groupe B. Si vous en avez besoin, vous pouvez prendre le mien. Le docteur Stevens a opiné du chef. Oui. Suivez l'infirmière pour un dépistage rapide. Si c'est compatible, nous prélèverons immédiatement. Diana a couru après l'infirmière, ses pas résonnant dans le couloir. Nous sommes restés seuls, François et moi. La pluie battait les fenêtres de l'hôpital. Le grincement des brancards, les pleurs lointains d'une autre famille, tout est devenu flou. François s'est tourné vers moi. Le regard dans ses yeux m'a glacé le sang. Ce n'était pas le regard qu'il avait dans la cuisine, en parlant de l'avortement de 2009. C'était un effondrement bien plus profond, bien plus terrifiant. Hélène. Sa voix était comme du gravier. Qu'est-ce que le médecin voulait dire? J'ai secoué la tête, les larmes coulant sur mes joues. Je ne sais pas. Je ne sais honnêtement pas. Il a fait un pas vers moi. De qui Kevin est-il le fils? Cette question n'était pas forte, mais elle a arrêté mon cœur. Un flash de souvenir m'a traversé l'esprit. Le couloir de ce bar du centre de Paris en 1989. L'ampoule jaune, l'odeur de fumée. Le briquet argenté de Vincent par terre. J'ai senti mes genoux se dérober. François? Il est au bloc en ce moment, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut voir ça plus tard? Il a eu un petit rire brisé, comme un bruit de bois mort qui craque. Plus de 30 ans. Je pensais avoir un fils. Pour lui, j'ai ravalé ma fierté. Pour lui, j'ai maintenu cette maison misérable debout. Et maintenant, on me dit qu'il n'est peut-être pas de moi. Et tu me dis de voir ça plus tard? Je n'ai pas pu répondre. Au-dessus des portes de chirurgie, le voyant rouge était allumé. Cette lumière rouge se reflétait sur le visage de François, lui donnant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une fraction de seconde. L'homme qui s'était tenu comme une forteresse à travers chaque tempête était là, dans un couloir d'hôpital, comme si on lui avait arraché la colonne vertébrale. Je voulais hurler que Kevin était son fils. C'était le garçon à qui François avait appris à conduire, le garçon à qui il donnait des cours de maths, celui qu'il avait installé dans sa chambre d'étudiant à la Sorbonne. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge, car parfois l'amour est réel, mais la vérité derrière lui suffit à vous étouffer. 1 heure plus tard, le médecin a annoncé que Kevin avait survécu à la phase critique de l'opération, mais qu'il devait rester sous surveillance étroite, en soins intensifs. François s'est effondré sur une chaise en plastique en apprenant la nouvelle. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste baissé la tête, ses mains serrées si fort que ses articulations étaient blanches. Debout à côté de lui, je ne m'étais jamais senti aussi inutile. Le lendemain matin, Kevin a été transféré dans une chambre de réveil. Il était couvert de bandages, ses lèvres étaient gercées, son visage si pâle que cela me tordait les tripes. Diana était assise au bord du lit, les yeux gonflés, refusant de lâcher sa main. François se tenait au pied du lit, les épaules voûtées, un contraste frappant avec sa carrure solide habituelle. Kevin a ouvert les yeux, a cligné des paupières plusieurs fois, et nous a reconnus. Il a esquissé un faible sourire, la voix rauque. « Maman, papa, je ne suis pas encore mort. Arrêtez de faire cette tête d'enterrement. » Diana a éclaté en sanglots, le grondant gentiment. « Tu arrives à plaisanter maintenant ?»
Tu as failli me faire une crise cardiaque. En n'importe quelle autre circonstance, François aurait ri. Aujourd'hui, il est resté totalement immobile. Kevin a regardé son père un instant de plus, et son regard s'est soudain assombri. Il était très perspicace. Il lui suffisait de percevoir un changement dans l'attitude d'un adulte pour savoir que quelque chose n'allait pas. Tu sais, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse. Seul le bip rythmique du moniteur cardiaque remplissait l'espace. François s'est approché du bord du lit. Sa voix était si enrouée qu'on l'entendait à peine. Qu'est-ce que tu sais? Kevin a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa tempe. Que je ne suis pas ton fils biologique. Diana a couvert sa bouche, un sanglot lui échappant. Je me suis agrippée à la barrière du lit, mes jambes devenant comme du coton. François est resté figé, comme si un coup de masse venait de le frapper en pleine poitrine. Kevin respirait avec difficulté, mais se forçait à parler. En 2010, lors de ma première année d'études, mon dossier médical indiquait que j'étais AB. Je me souvenais que vous aviez dit être tous les deux O. J'ai pensé que c'était une erreur, mais j'ai fait des recherches. Ensuite, j'ai pris ta vieille brosse à dents et un de mes cheveux, et je les ai envoyés pour un test ADN. La voix de François tremblait. Tu le savais depuis tout ce temps? Oui. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Kevin a pleuré. Il pleurait en silence, les larmes coulant simplement sur son visage. Dire quoi, papa? Pour que tu quittes maman? Pour que notre famille soit détruite? Pour que l'homme qui m'a élevé depuis que je suis bébé découvre qu'on lui a menti toute sa vie? Je ne pouvais pas le faire. François s'est assis lourdement sur la chaise à côté du lit. Ses mains reposaient sur ses genoux, tremblant légèrement. Je ne l'avais jamais vu aussi vaincu. Kevin a tourné la tête pour le regarder, la voix étranglée. Papa, j'ai pas choisi le sang qui coule dans mes veines, mais j'ai choisi l'homme que j'appelle mon père. L'homme qui m'a porté aux urgences quand j'ai fait une convulsion étant gamin, c'était toi. L'homme qui attendait devant mon centre d'examen pour le bac, c'était toi. L'homme qui m'engueulait parce que je conduisais imprudemment, l'homme qui m'a donné l'argent pour mes frais de scolarité en me disant de ne pas m'inquiéter, c'était toi. J'avais plus peur de te perdre que de savoir qui m'avait engendré. François a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. L'homme qui n'avait pas versé une larme quand sa femme l'avait trahi, qui n'avait pas pleuré en signant les papiers de l'avortement des années plus tôt, a fini par craquer. Des larmes tombaient sur ses mains rugueuses et cailleuses. Debout là, j'ai réalisé que j'avais perdu tout droit de me dire mère. Mon fils avait porté ce lourd secret seul depuis ses 20 ans. Il souffrait à cause de ma trahison, et il souffrait parce qu'il savait qu'il n'avait pas le même sang que le père qu'il aimait le plus. Pourtant, il s'était toujours conduit avec dignité. Il s'était marié, avait eu un enfant, et traitait François avec une révérence absolue. François a lentement tendu la main et l'a posée sur l'épaule de Kevin. Sa main tremblait, mais il ne s'est pas écarté. Quand ta grand-mère Betty était mourante, elle m'a dit « Certains enfants ne naissent pas de ton sang, mais de la sueur que tu as versée pour les élever. » Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Kevin l'a regardé, les lèvres tremblantes. « Papa. » François a dégluti difficilement, articulant chaque mot clairement. « Tu n'as pas mon sang, mais depuis 36 ans, tu es mon fils. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Pour moi, tu es toujours mon Kevin. » Diana s'est effondrée contre le lit, sanglotant bruyamment. Kevin pleurait aussi, mais sa main affaiblie serrait fort celle de François. J'ai détourné le visage car la scène était à la fois magnifique et un rappel brutal de ma propre insignifiance. L'inné contre l'acquis. Les gens le disent tout le temps, mais on ne connaît pas le poids écrasant de cette réalité avant d'avoir traversé une rivière de larmes. Cet après-midi-là, pendant que Kevin dormait sous l'effet des analgésiques, François et moi sommes sortis dans la cour de l'hôpital. La pluie s'était arrêtée. Le pavé était mouillé et les plantes en pot penchaient. François se tenait le dos tourné vers moi. Maintenant, dis-moi, de qui Kevin est-il le fils? Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Le nom que j'avais enterré il y a des décennies est remonté dans ma gorge avec un goût de cendre. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais c'est peut-être Vincent. François s'est retourné brusquement, le visage livide. Vincent? Mon meilleur ami? J'ai pleuré, racontant la soirée de 1989. Les vers, le vertige, le souvenir fragmenté de la pièce du fond, le briquet en argent, le murmure me disant d'oublier tout ça, et comment il s'était enfui en Australie 1 mois plus tard. J'étais une lâche. J'étais terrifiée. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Quand je suis tombée enceinte, je pensais que Kevin était de toi. Je le jure. Je le croyais vraiment. François m'a regardée pendant très longtemps. Cette fois, il n'a pas crié. Il n'a pas juré. Il a juste laissé échapper un rire sec et rauque, comme le bruit de feuilles mortes qu'on écrase. Parfait. Juste parfait. L'une est ma femme. L'autre est mon meilleur ami. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'ont poignardé le plus profondément. J'ai baissé la tête, mes larmes s'écrasant sur le béton mouillé. François s'est retourné et a marché lentement vers l'entrée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sa silhouette semblait voûtée sous le ciel gris, comme un homme qui aurait vieilli de 10 ans en une seule journée. Après la sortie de Kevin, François est resté silencieux pendant des semaines. Il ne m'a plus posé de questions et n'a plus mentionné Vincent. Mais je savais qu'un homme comme lui ne pouvait pas laisser la vérité en suspens. Il avait vécu toute sa vie comme un homme intègre, valorisant la loyauté et la famille, pour finir détruit par les deux. Grâce à un ancien contact dans le bâtiment, François a retrouvé Vincent.
Il s'est avéré que Vincent était revenu en France il y a quelques années. Ses affaires en Australie avaient échoué. Sa femme et ses enfants l'avaient abandonné, et il était revenu pour vendre la maison de sa défunte mère, juste pour éponger ses dettes. L'homme charismatique et beau parleur était devenu un seigneur en surpoids, aux cheveux gris et au regard fuyant, vivant comme un fugitif de son propre passé. François l'a rencontré dans un bistrot miteux à la lisière de la ville. Je n'y suis pas allée, mais François me l'a brièvement raconté plus tard. Il a simplement posé une photo de cette soirée de 1989 sur la table. On y voyait Vincent debout derrière moi, un verre à la main, souriant à pleines dents. François lui a demandé « Est-ce que tu as dormi l'esprit tranquille ces 30 dernières années ?» Au début, Vincent a nié. Il a dit que c'était le passé. Les souvenirs s'effacent. Ne gâche pas une amitié pour une paranoïa. Mais quand François a mentionné le groupe sanguin de Kevin et le départ soudain de Vincent pour l'Australie, Vincent a pâli. Finalement, il a baissé la tête et a avoué qu'il avait profité de moi quand j'étais ivre. Il a présenté des excuses tardives, aussi fragiles et inutiles qu'un papier mouillé. François ne l'a pas frappé. Il n'a pas crié. Il s'est juste levé et a dit « Tu me dois une vie entière. Tu dois sa dignité à ma femme. Tu dois une identité claire à Kevin. Mais je n'ai pas besoin que tu me rembourses. La vie se chargera de collecter la dette. » Et elle l'a fait. Peu après, la vérité a fuité parmi leur ancien cercle d'amis. Les gens qui respectaient autrefois Vincent lui ont tourné le dos. L'argent de la maison de sa mère a suffi à peine à couvrir ses dettes, et ses enfants ont refusé de lui parler. Il a fini par louer une chambre d'hôtel bon marché en banlieue, vivant dans un isolement misérable. Ce n'était pas une fin hollywoodienne, mais pour un homme qui avait vécu pour son ego et sa réputation, mourir dans le mépris des autres était un châtiment pire que la pauvreté. Quant à Quentin, j'ai appris par d'anciens collègues qu'après avoir déménagé dans un autre secteur, il avait gardé ses vieilles habitudes. Il s'est retrouvé impliqué dans un autre scandale, a perdu son agrément de professeur, et sa femme a divorcé. Apprendre cela ne m'a apporté ni joie ni justification. Cela m'a juste laissé de marbre. On récolte ce que l'on sème. Personne ne peut utiliser de douces paroles pour piétiner la vie d'autrui sans laisser les traces boueuses de ses propres péchés. Un mois après le rétablissement complet de Kevin, François a convoqué une réunion de famille. Diana était assise à côté de Kevin, tenant Benny dans ses bras. J'étais assise en face de François, les mains sur les genoux comme une vieille élève attendant une note d'échec. François a posé un dossier sur la table basse. J'ai vendu cette maison. J'en ai tiré 1 200 000 €. J'ai relevé la tête brusquement. Cette maison bourgeoise était l'endroit où j'avais passé presque toute ma vie d'adulte. Aussi froide qu'elle ait pu être, c'était mon seul abri. Il a continué. Je divise la somme en 3. 400 000 € pour Kevin et Diana pour s'occuper de Benny. 400 000 € pour Hélène pour s'acheter un petit appartement et je garde 400 000 €. Je me fais vieux. Je veux voyager dans un endroit calme pour me vider la tête. Kevin est immédiatement tombé à genoux devant lui. « Papa, je ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas ton sang. » La voix de François s'est brisée alors qu'il aboyait. « Lève-toi. Le sang, c'est l'affaire de Dieu. T'élever, c'était la mienne. Pendant 36 ans, je me suis occupée de toi, et j'ai le droit de te donner ça. Ne discute pas avec moi. » Kevin a serré les jambes de son père en pleurant comme un enfant. Le petit Benny ne comprenait pas ce qui se passait, mais voyant son papa pleurer, sa lèvre a tremblé et il a appelé « Papy ». François s'est penché, a soulevé le petit garçon et a embrassé ses cheveux doux. À ce moment-là, j'ai enfin compris que la vraie famille ne se trouve pas dans une goutte de sang. Elle se trouve dans les années passées à refuser de se lâcher. Ensuite, François a poussé une feuille de papier vers moi. Les papiers du divorce. Sa signature était déjà sur la dernière ligne. « Je ne te hais plus, Hélène. » Haïr quelqu'un pendant aussi longtemps, c'est épuisant. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie dans cette maison en faisant comme si de rien n'était. Libérons-nous l'un l'autre. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait si violemment que ma signature était irrégulière. Et mes larmes tombaient sur la page, tachant l'encre. Je savais que je n'avais aucun droit de le supplier de rester. Cet homme avait trop perdu à cause de moi. La dernière chose décente que je pouvais faire était de le laisser partir. Le lendemain matin, François est sorti avec un vieux sac de voyage. Avant de quitter la région, il est allé jusqu'en Creuse pour se recueillir sur la tombe de Betty. Kevin m'a dit plus tard que François était resté longtemps près de la pierre tombale et avait dit « Maman, je t'ai écouté. » Je n'ai pas abandonné Kevin, mais je dois laisser partir Hélène. Je dois laisser partir la maison pour pouvoir vivre le temps qu'il me reste. Je suis restée dans la maison vide, serrant le mouchoir délavé avec le mot endurance. Finalement, j'ai réalisé que l'endurance ne consiste pas à couvrir ses erreurs, et certainement pas à se torturer l'un l'autre toute une vie. L'endurance, c'est savoir quand s'arrêter au bord d'une falaise, savoir admettre ses torts tant qu'il en est encore temps, et savoir quand lâcher prise parce que s'accrocher ne fait causer plus de douleur. Un seul moment de faiblesse peut coûter une demi-vie de regret. S'il vous plaît, souvenez-vous de cela. Ne laissez pas une douceur passagère, à l'extérieur, vous faire trahir la personne qui porte silencieusement le poids de votre foyer sur son dos. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous avez des réflexions, partagez-les dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous souhaitons santé et paix, et nous vous retrouverons pour la prochaine histoire sur la chaîne.